Maître et serviteur. Lev Nikolaïevitch Léon Tolstoï. 1. C'était en 1870, le surlendemain de la Saint-Nicolas, qui était la fête de la paroisse. Vassili Andreïtch Brekhounov, marchand de deuxième guilde, n'avait pu s'absenter pendant ces 2 jours, parce qu'il devait se trouver à l'église, étant marguillier, et qu'il avait dû, en outre, recevoir et fêter chez lui des parents et des amis. Mais sitôt le dernier de ses hôtes partit, Vassili Andreïtch se hâta de faire ses préparatifs pour se rendre à Goriachkino, chez un pommier-tchik avec qui il voulait conclure l'achat d'un petit bois qu'il lui marchandait déjà depuis longtemps. Vassili Andreïtch avait grande hâte, car il craignait maintenant de se voir souffler cette bonne affaire par les marchands de la ville. Le jeune pommier-tchik voulait 10 000 roubles, tout simplement parce que Vassili Andreïtch en offrait 7 000, et ces 7 000 roubles, à vrai dire, ne représentaient pas le tiers de la véritable valeur du bois. Vassili Andreïtch avait même eu l'espoir de rabattre encore sur ce prix, ce bois se trouvant dans un rayon où les autres marchands du district s'étaient engagés, par réciprocité, de ne pas surenchérir sur ces offres. Mais, ayant appris que les marchands de bois du gouvernement avaient l'intention d'acheter les arbres de Goriachkino, il s'était décidé à partir immédiatement pour terminer l'affaire avec le pommier-tchik. Aussitôt donc que la fête fut finie, il tira de sa caisse 700 roubles, compléta la somme de 3 000 en y ajoutant 2 300 roubles appartenant à l'église, et dont il était dépositaire. Et après les avoir soigneusement comptés et serrés dans son portefeuille, il se disposa à partir. Nikita, le seul des serviteurs de Vassili Andreïtch, qui ce jour-là ne fut pas ivre, courut pour atteler. Nikita n'était pas ivre, non qu'il ne fût pas ivrogne, mais parce que, ayant bu son cafetan et ses bottes pendant les derniers jours de carnaval, il avait fait vœu de ne plus boire, et tenait parole depuis plus d'1 mois. Ainsi, même en ce jour, il n'avait pas bu, malgré la tentation de l'eau-de-vie qui coulait à flot à l'occasion de la fête. Nikita était un moudjik de 50 ans, natif du village voisin, sans foyer, comme on disait de lui, et ayant passé la majeure partie de sa vie au service des autres. Tout le monde faisait cas de lui pour son amour du travail, son habileté, sa vigueur, et surtout pour sa bonté et son heureux caractère. Mais il n'était resté longtemps nulle part, parce que 2 fois par an, plus souvent même quelquefois, il s'enivrait. Et alors, non seulement il buvait tout ce qu'il possédait, mais encore il devenait turbulent et querelleur. Vassili Andreïtch lui-même n'était pas sans l'avoir chassé plusieurs fois, mais il le reprenait toujours ensuite à cause de son honnêteté, de sa douceur pour les animaux, et surtout parce qu'il coûtait peu. Au lieu des 80 roubles par an qu'un travailleur comme lui valait bien, il ne lui en donnait que 40, et encore irrégulièrement payés, par menus acomptes, et non pas en argent pour la plupart du temps, mais en marchandises estimées bien au-dessus de leur valeur. La femme de Nikita, Marfa, jadis une belle luronne, gardait la maison avec son jeune fils et 2 grandes filles. Elle ne faisait rien pour ramener son mari parce que d'abord, depuis 20 ans, elle vivait avec un tonnelier, moudjik d'un village éloigné et qui logeait chez elle. Ensuite, parce que bien qu'elle fît de Nikita ce qu'elle voulait lorsqu'il était à jeun, elle le craignait comme le feu quand il avait bu. Un jour, par exemple, qu'il s'était enivré chez lui, Nikita, pour se venger probablement de sa soumission habituelle, avait brisé le coffre de sa femme, en avait retiré ses plus beaux habits, s'était saisi d'une hache et les avait mis en 1000 pièces. C'est pourtant à sa femme que tout ce qu'il gagnait était payé par son maître, sans que jamais il s'y fût opposé. Ainsi, en ce moment, 2 jours avant la fête, Marfa s'était rendue chez Vassili Andreïtch et y avait pris de la farine de froment, du thé, du sucre, une bouteille d'eau-de-vie. En tout, pour 3 roubles de marchandises, plus 5 roubles en espèces, et avait remercié le patron comme d'une faveur, quand, en comptant au plus bas, Vassili Andreïtch devait encore à Nikita au moins 20 roubles. « Est-ce qu'il y a des conventions entre nous ?» dit-il à Nikita. « Tu as besoin. Prends. Tu paieras par ton travail. Chez moi, ce n'est pas comme chez les autres. Attendre qu'on fasse les comptes et par là-dessus les amendes. Moi, je vais tout bonnement et honnêtement. Tu me sers, je ne t'abandonne pas. Tu es dans le besoin, je te viens en aide. » Et en parlant ainsi, Vassili Andreïtch croyait fermement qu'il était le bienfaiteur de Nikita, tant l'accent de sa parole était sincère, et cette conviction était affermie par les approbations de son entourage, à commencer par celle de Nikita lui-même. « Mais je comprends bien, Vassili Andreïtch, aussi je vous sers comme mon propre père. Je comprends bien, répondait Nikita, comprenant non moins bien que Vassili Andreïtch le trompait.
mais sachant aussi qu'il était inutile de tenter d'éclaircir ses comptes et qu'il fallait vivre en prenant ce qu'on lui donnait tant qu'il n'aurait pas une autre place. Ayant reçu l'ordre d'atteler, Nikita, gai comme toujours, du pas leste et dispos de ses jambes cagneuses, se dirigea vers la remise, y décrocha le lourd harnais de cuir orné d'un gland, et, faisant sonner les baranchik du mort, il entra dans l'écurie où était le cheval que Vassili Andreitch ordonnait d'atteler. « Eh, quoi? Tu t'ennuies, petite bête ?» dit Nikita en réponse au léger hennissement de plaisir par lequel l'accueillit un petit étalon brun au chanfrein blanc, de moyenne taille, avec la croupe basse, qui se trouvait seul dans l'écurie. « Ne te presse pas, petite bête, il faut d'abord te faire boire, disait-il au cheval comme s'il lui parlait à son semblable. Et, du pan de son vêtement, il époussetait le dos vigoureux de la bête, où le poil manquait par place, où les muscles marquaient leur double sillon. Puis, il passa le harnais sur la jeune et belle tête de l'étalon, en dégagea les oreilles et le toupet, et, ramenant à soi la bride, il le conduisit boire. Mourorti sortit avec précaution de l'écurie à travers le tas de fumier. Piaffa érua joyeusement, faisant semblant de vouloir atteindre Nikita, qui courait à ses côtés vers le puits. « Fais l'espiègle, coquin !» lui criait Nikita, connaissant fort bien la prudence avec laquelle Mourorti jetait en l'air un de ses pieds de derrière, adroitement pour effleurer seulement la pelisse de mouton de Nikita qui aimait ce jeu. Après avoir bu l'eau froide, le cheval demeura un moment immobile, souffla en remuant ses grosses lèvres mouillées d'où retombaient des gouttes transparentes dans l'abreuvoir, et s'ébroua. « Tu n'en veux plus ? Soit, c'est entendu. Mais n'en demande plus, dit Nikita d'un air très sérieux et comme pour expliquer sa conduite à Mourorti. Puis il courut vers la remise en tirant par la bride le jeune et pétulant cheval, qui ruait et faisait retentir les pavés de la cour. Tous les serviteurs étaient sortis. Il n'y avait au logis qu'un étranger, mari de la cuisinière, venu pour la fête. « Va donc demander, mon brave, lui dit Nikita, quel traîneau il faut atteler, si c'est le grand ou le petit. » L'homme entra dans la maison et revint bientôt, rapportant l'ordre d'atteler le petit traîneau. Pendant ce temps, Nikita avait déjà mis le collier au cheval, attaché la sellette à clous brillants et, portant d'une main une légère douga peinte en couleur, de l'autre conduisant le cheval, il s'approcha de 2 traîneaux rangés dans la remise. « Le petit ? Va pour le petit !» dit-il en faisant entrer dans les brancards le malicieux animal qui tout le temps feignait de vouloir le mordre. Puis, aidé du mari de la cuisinière, il procéda à l'attelage. Quand tout fut presque prêt et qu'il ne resta plus qu'à passer ses rênes, Nikita envoya le mari de la cuisinière chercher dans le hangar de la paille et une toile de sac à grains. « Voilà qui est bien. Oh là, oh ! Reste tranquille, dit Nikita en étalant dans le traîneau la paille d'avoine que son compagnon venait de lui apporter. Et à présent, mettons la toile d'étoupe et le sac par-dessus. C'est ça, comme cela on sera bien assis. » Et il faisait comme il disait, bordant la toile de sac tout autour du siège. « Eh bien, merci mon bon, dit-il alors. À 2, cela va plus vite. » Puis il démêla les rênes réunies par un anneau, monta sur son siège et fit marcher le cheval, qui ne demandait que cela, sur le fumier glacé de la cour, en le dirigeant vers la porte cochère. « Oncle Nikita, petit-oncle, hé, petit-oncle !» criait derrière lui un gamin de 7 ans, vêtu d'une petite pelisse noire chaussée de valenki blanc, tout neuf et coiffé d'un bonnet fourré, qui s'était précipité dans la cour en faisant claquer le loquet de la porte. « Laisse-moi monter !» demanda-t-il d'une voix fluette, et boutonnant sa pelisse tout en courant. « Eh bien, viens, viens ma colombe !» dit Nikita qui s'arrêta et fit monter l'enfant du maître. Le visage du petit s'illumina, puis Nikita franchit la porte cochère. Il était 2 heures de l'après-midi. Il gelait, il y avait environ 12 degrés. Le ciel était couvert et il ventait. Dans la cour, on ne sentait pas le vent, mais il soufflait fortement au dehors. Il avait chassé la neige du toit d'un hangar voisin et en faisait un tourbillon au coin de la rue, près de l'établissement de bain. À peine Nikita était-il sorti de la cour et avait-il arrêté le cheval devant la porte de la maison que Vassili Andreitch, la cigarette aux lèvres, un touloupe de peau de mouton fortement serré à la taille par une large ceinture, parut sur le perron couvert de neige, qu'il faisait craquer de ses valinkis, et s'arrêta en rabattant des 2 côtés de son visage rubicond, barré seulement par les moustaches, les coins de son col fourré, afin que la fourrure ne se couvrît pas de la buée glacée de son haleine. « Voyez-vous le dégourdi ? Le voilà déjà dans le traîneau, fit-il à la vue de son fils, en riant et en montrant ses dents blanches.
Vassili Andreitch était animé par l'eau-de-vie qu'il avait bu avec ses invités. Aussi se montrait-il encore plus content qu'à l'ordinaire de tout ce qui lui appartenait et de tout ce qu'il faisait. La tête et les épaules enveloppées d'un châle de laine, à tel point qu'on ne lui voyait que les yeux, la femme de Vassili Andreitch, enceinte, pâle et maigre, conduisait son mari jusqu'au seuil, se tenant derrière lui dans le vestibule. « Vraiment, tu ferais bien de te faire accompagner par Nikita, dit-elle, en s'avançant timidement de derrière la porte. Vassili Andreitch ne répondit rien. Il cracha seulement d'un air dédaigneux. « Tu emportes de l'argent, continua-t-elle du même ton pleurard. Et puis, une bourrasque peut s'élever. Non, vraiment, par Dieu. Et quoi? Est-ce que je ne connais pas mon chemin, qu'il me faille un guide? Fit enfin le mari, avec cette moue qui lui était particulière lorsqu'il s'adressait aux vendeurs et aux acheteurs, visiblement satisfait de s'écouter. Emmène-le de grâce, je t'en prie, supplia encore la femme en recroisant son châle. Oh, la commère obstinée! Mais où vais-je le fourrer? Bon, Vassili Andreitch, je suis prêt, moi, dit gaiement Nikita, pourvu qu'on n'oublie pas, en mon absence, de donner à manger aux chevaux, ajouta-t-il en se tournant vers la patronne. J'y penserai, mon petit Nikita, j'en chargerai ses mènes. Eh bien, est-ce dit, Vassili Andreitch? Fit Nikita. Allons, faisons plaisir à la vieille. Seulement, si tu veux venir, va mettre un manteau un peu plus chaud, fit Vassili Andreitch en louchant avec un nouveau sourire du côté de la pelisse de Nikita, déguenillée et toute sale. Hé, camarade, viens donc tenir le cheval, cria celui-ci dans la cour, en s'adressant au mari de la cuisinière. Je peux bien le tenir, moi, déclara le gamin, et il tira vite de ses poches ses petites mains gelées et rouges pour saisir les rênes. Seulement, ne mets pas trop de temps à ta toilette. Vivement, cria le maître. Une seconde, pas plus d'une seconde, petit père Vassili Andreitch, dit Nikita, et de son trot cagneux, il se précipita lestement dans la cour, et, de là, dans l'isba des domestiques. Allons, ma petite Arina, sors-moi ma robe de chambre, j'accompagne le patron, dit-il en entrant dans l'isba et en décrochant sa ceinture. La cuisinière, qui avait fait un somme après le dîner et qui préparait à cette heure le samovar pour son mari, accueillit gaiement Nikita et, gagné par sa hâte, se remua vivement, retira de dessus le poêle un cafetan de drap très usé, qui y séchait, et le secoua pour en effacer les plis. « Tu seras plus à l'aise maintenant pour te distraire avec ton vieux, » fit Nikita qui, par amabilité, disait toujours quelque chose d'agréable lorsqu'il se trouvait en tête-à-tête avec quelqu'un. Il s'enroula d'une pauvre ceinture bien mince et serra de toutes ses forces son ventre déjà assez maigre sans cela. « Ce sera bien comme ça, » dit-il alors en s'adressant non plus à la cuisinière, mais à la ceinture dont il enfonçait les deux bouts. « Comme cela, tu ne te détacheras pas. » Il leva et abaissa les épaules pour dégager davantage ses bras, mit le cafetan, arrondit le dos pour détendre les manches, qu'il releva sous les aisselles et tira ses moufles d'une armoire. « Voilà qui est bien maintenant. » « Tu devrais bien mieux te chausser, » objecta la cuisinière. « Tes bottes sont très malades. » Nikita s'arrêta comme s'il se rappelait quelque chose. « Il faudrait en effet… Bah, cela passera bien comme cela. Nous n'allons pas loin. » Et il sortit en courant. « Tu n'auras pas froid, mon petit Nikita » dit la patronne lorsqu'il s'approcha du traîneau. « Pourquoi froid? J'ai très chaud » répondit Nikita en arrangeant la paille au fond du traîneau pour y enfoncer ses pieds. Et il y cacha aussi le fouet, dont il n'était pas besoin avec cet ardent petit cheval. Vassili Andreitch était déjà monté. Son dos sous ses deux pelisses emplissait tout le dossier du traîneau. Il prit aussitôt les rênes et lança le cheval. Nikita, passant une jambe sur le brancard, sauta à l'avant du côté gauche. 2. L'excellent étalon enleva le traîneau avec un léger craquement des patins et partit d'une marche rapide sur la route gelée couverte de neige. « Et toi, que fais-tu là? Donne-moi le fouet, Nikita !» cria Vassili Andreitch, tout glorieux de son fils qui s'était posé sur les patins derrière le traîneau. « Attends un peu, veux-tu te sauver chez ta mère, fils de chien ?» Le gamin sauta à bas. Mororti accéléra sa marche et prit le trot. Le carrefour où se trouvait la demeure de Vassili Andreitch se composait de 6 maisons. Dès que les voyageurs eurent dépassé la dernière isba, ils s'aperçurent que le vent était plus violent qu'ils n'avaient pensé. On ne voyait presque plus la route. Les traces des patins disparaissaient aussitôt sous l'action du vent, et on ne distinguait le chemin que parce que la chaussée était un peu au-dessus du sol. La neige, sans cesse tourbillonnant dans l'air, cachait complètement la ligne de l'horizon. La forêt de Teleatino, que d'ordinaire on voyait très bien, ne s'apercevait que vaguement à travers le poudroiement neigeux. Le vent soufflait, venant de gauche avec obstination, inflexiblement.
et, toujours dans le même sens, rebroussant la crinière sur le cou pelé de Moororty, soulevant jusqu'à sa queue nouée, relevant les collets du manteau de Nikita, assis de ce côté, et les rejetant sur son visage. « Il ne peut pas se lancer, il neige trop !» dit Vassili Andreitch pour se vanter de son bon coursier. « Un jour, je suis allé avec lui à Pachoutino, et il m'a conduit en une demi-heure. »« Quoi ? À Pachoutino, te dis-je, je suis arrivé en une demi-heure. »« Il n'y a pas à dire, c'est un bon cheval, » répondit Nikita. Il y eut un silence, mais Vassili Andreitch avait envie de parler. « Et alors, j'ai dit à ta femme de ne pas donner de l'eau-de-vie au tonnelier, » commença-t-il, ne doutant pas que Nikita dût être flatté de converser avec un homme aussi important et aussi intelligent que lui. Et, d'ailleurs, tellement satisfait de sa plaisanterie que l'idée ne lui vint même pas que cette conversation pourrait être désagréable à Nikita. Nikita, empêché par le vent, n'entendit encore pas les paroles de son maître. Vassili Andreitch répéta nettement, en élevant la voix, sa plaisanterie sur le tonnelier. « Que Dieu leur pardonne, Vassili Andreitch, je ne m'occupe pas des affaires de ma femme, pourvu qu'elle ne maltraite pas le petit, je lui fais grâce du reste. »« Tu as raison, » dit Vassili Andreitch. « Eh bien, et le cheval, l'achèteras-tu au printemps » fit-il en passant d'un sujet à l'autre. « Il le faudra bien, » répondit Nikita en rabattant le col de son cafetan et en tendant l'oreille vers son maître. Cette fois, la conversation l'intéressait, et il voulait tout entendre. « Le petit a grandi, et il faut qu'il laboure, car jusqu'ici nous avons loué un ouvrier, » ajouta-t-il. « Eh bien, prenez le cheval Pie, je ne le vendrai pas cher, » cria Vassili Andreitch avec animation, car il entrait là dans son métier favori, le maquignonnage. « Ou bien vous me donnerez une quinzaine de roubles et je m'en achèterai un au marché des chevaux, » dit Nikita, sachant fort bien que le véritable prix du cheval dont voulait se défaire Vassili Andreitch n'excédait pas 7 roubles, et que le patron le lui compterait au moins 25, ce qui le laisserait sans argent pendant 6 mois. « Le cheval est bon, c'est dans ton intérêt que je parle, en toute honnêteté. Breirounov ne cherche à tromper personne. Je préfère donner du mien et ne pas agir comme font les autres. C'est en toute honnêteté, » cria-t-il avec cette intonation de voix dont il se servait en parlant à ses acheteurs et à ses vendeurs. « C'est un vrai cheval. »« Bien sûr, » dit Nikita en soupirant, et, convaincu qu'il était inutile d'écouter plus longtemps, il releva le col de son manteau et s'en couvrit les oreilles et la figure. Ils continuèrent leur route en silence pendant une demi-heure. Le vent glaçait le bras et le côté gauche de Nikita par les déchirures du manteau. Il se serrait dans ses vêtements et soufflait dans le col qui lui couvrait la bouche, essayant de se réchauffer avec son haleine. « Qu'en penses-tu ? Devons-nous passer par Karomichevo ou aller tout droit ?» demanda Vassili Andreitch. La route jusqu'à Karomichevo était plus fréquentée et marquée sur les deux bords de grands pieux, indiquant nettement la direction. Mais après, il n'y avait plus rien. En allant tout droit, on arriverait plus vite, mais la route ne laissait voir aucune trace de voiture, et les pieux n'existaient pas du tout ou étaient si bas qu'ils se trouvaient entièrement cachés par la neige. Nikita réfléchit un instant. « C'est plus loin par Karomichevo, mais c'est plus carrossable, » fit-il. « Oui, mais en prenant tout droit, nous sommes sûrs de ne pas nous égarer une fois que nous aurons passé le ravin, » dit Vassili Andreitch, qui tenait à arriver rapidement. « Comme vous voudrez, » répondit Nikita en relevant son col. Vassili Andreitch prit donc tout droit, et, après une demi-verste, parvenu à un grand chêne dont les feuilles sèches tremblaient au vent, il tourna sur la gauche. Ils se trouvèrent alors recevoir le vent de face, et de petits flocons de neige commencèrent à tomber. Vassili Andreitch, qui conduisait, soufflait dans sa barbe. Nikita sommeillait. Ils marchèrent ainsi silencieux pendant 10 minutes. Tout à coup, Vassili Andreitch dit quelque chose. « Quoi ?» demanda Nikita en ouvrant les yeux. Vassili Andreitch ne répondit pas. Il se penchait pour voir sous le cheval qui, frisé de sueur sur les flancs et sur l'encolure, allait au pas. « Eh bien quoi ?» répéta Nikita. « Quoi » le singeait Vassili Andreitch avec humeur. « On ne voit pas les pieux. Nous nous sommes probablement égarés. »« Arrête alors, je vais chercher le chemin. » Et Nikita, sautant lestement du traîneau, retira le fouet de dessous la paille et se dirigea sur la gauche, du côté où il était assis. La neige, cette année-là, n'était pas très épaisse, de sorte qu'on pouvait passer partout. Toutefois, on en avait à certains endroits jusqu'aux genoux, et elle pénétrait dans les bottes de Nikita. Il erra, sondant des pieds et du fouet, mais la route ne se retrouvait pas. « Eh bien » demanda Vassili Andreitch lorsque Nikita revint vers le traîneau. « De ce côté-ci, il n'y a pas de route. Voyons de l'autre. »
Il y a là, en avant, quelque chose de noir. Va donc voir. Nikita s'approcha de l'endroit désigné. C'était la poussière tombée de la paille des blés d'automne et qui couvrait la neige d'une couche noire. Après avoir cherché à droite, Nikita revint, secoua la neige dont il était couvert, retira celle qui avait pénétré dans ses bottes et remonta dans le traîneau. « C'est à droite qu'il faut aller, dit-il avec décision. J'avais le vent du côté gauche, et maintenant il me souffle en plein museau. Allons à droite. » Vassili Andreitch lui obéit et prit à droite. On ne voyait toujours pas la route. Ils allèrent ainsi pendant quelque temps. Le vent ne diminuait pas, et la neige continuait à tomber. « Eh bien, Vassili Andreitch, je crois que nous sommes égarés tout à fait, dit soudain Nikita avec une sorte de satisfaction. Mais qu'est-ce donc ça? Ajouta-t-il en montrant les feuilles noires de pommes de terre qui perçaient à travers la neige. Vassili Andreitch arrêta aussitôt le cheval couvert de sueur et dont les flancs se soulevaient. Eh bien, quoi? Mais c'est que nous sommes sur le champ de Zararovka. Voilà où nous sommes. Allons donc, fit Vassili Andreitch, qui avait renoncé pour le moment à un ton habituel pour parler simplement comme un moudjik. Je ne mens pas, Vassili Andreitch, c'est bien la vérité. N'entendez-vous pas le bruit du traîneau sur le champ de pommes de terre? Voilà le tas de feuilles qu'on a jeté. C'est bien le champ de l'usine de Zararovka. Vois-tu où nous sommes égarés? S'exclama Vassili Andreitch. Que faire à présent? Mais allez tout droit, voilà tout. Nous arriverons bien quelque part, répondit Nikita. Si nous n'arrivons pas à Zararovka, nous arriverons bien à la ferme. Vassili Andreitch suivit ce conseil et laissa le cheval aller tout droit. Ils allèrent ainsi assez longtemps. Ils passaient parfois sur des champs dénudés dont les sillons et les tas de neige étaient couverts de poussière, parfois sur des champs couverts du chaume des blés d'automne ou des blés de printemps, sur lesquels pointaient, de dessous la neige, l'absinthe et la paille qui frémissaient au vent. Parfois enfin, ils couraient sur la neige épaisse, partout égale et blanche, au-dessus de laquelle on ne voyait plus rien. La neige tombait d'en haut et s'élevait d'en bas. Il leur semblait parfois descendre une côte ou la monter. D'autres fois, ils croyaient rester immobiles, tandis que le champ de neige courait sous eux. Tous deux gardaient le silence. Le cheval était visiblement fatigué, couvert d'écume et enivré de sueur. Il allait au pas. Tout à coup, il buta et glissa dans une fondrière. Vassili Andreitch voulut le retenir, mais Nikita l'arrêta. « Ne tire pas, nous y sommes, il faut en sortir. Mon chéri, mon fils !» cria-t-il joyeusement au cheval en sautant du traîneau et s'enfonçant lui-même dans le fossé. Le cheval tira et remonta sur le revers glacé du fossé. « Mais alors, où sommes-nous » demanda Vassili Andreitch. « Nous allons le savoir. Fouette toujours. Nous arriverons bien quelque part. »« Mais ce doit être la forêt de Goriachkino, » reprit Vassili Andreitch en désignant une masse noire qu'on commençait à apercevoir à travers la neige. « Quand nous y serons, nous verrons si c'est la forêt, » dit Nikita. Il voyait bien que du côté de cette masse noire voltigeaient les longues feuilles sèches de l'osier, et comprenait que ce n'était pas une forêt, mais bien une habitation. Seulement, il ne voulait pas le dire. En effet, ils avaient à peine franchi une vingtaine de mètres que des silhouettes d'arbres se dressèrent devant eux, et qu'ils entendirent se mêler au bruit du vent un son mélancolique. Nikita ne s'était pas trompé. Ce n'était pas une forêt, c'était une haute rangée d'osiers qui conservait encore quelques feuilles tremblantes au vent. Ces osiers étaient évidemment plantés le long d'un de ces fossés qui entourent les enclos où l'on place les meules de blé. En atteignant les osiers, qui gémissaient mélancoliquement au vent, le cheval leva soudain ses jambes de devant plus haut que le traîneau, dégagea celles de derrière et cessa d'avoir la neige jusqu'aux genoux. C'était la route. « Nous voilà arrivés, » dit Nikita. « Mais où? C'est ce que nous ne savons pas. » Le cheval, sans hésitation, prit la route enfouie sous la neige, et, à peine eut-il fait une centaine de mètres, qu'ils aperçurent la ligne noire de la haie d'une grange. Un peu plus loin, la route tournait du côté du vent, et le cheval s'enfonça dans un tas de neige. Mais on apercevait un passage entre deux maisons, de sorte que ce tas de neige était manifestement amoncelé sur la route et qu'il fallait le franchir. En effet, après l'avoir traversé, ils s'engagèrent dans une rue. Dans la cour de la première maison, le vent secouait avec rage du linge glacé pendu à une corde. Des chemises, l'une rouge, l'autre blanche, des caleçons, des onuchi, un jupon. La chemise blanche surtout se trémoussait désespérément en s'agitant au bout des manches. « Vois-tu la femme paresseuse? À moins qu'elle ne soit mourante. Elle n'a pas ramassé le linge pour la fête, » dit Nikita. 3. À l'entrée de la rue, le vent se faisait sentir encore et soulevait la neige.
Mais au milieu du village, il faisait calme, chaud et gai. Près d'une maison aboyait un chien. Près d'une autre, une femme se couvrant la tête d'un manteau d'homme accourait et s'arrêtait sur le seuil de l'isba pour regarder les voyageurs. On entendait des chants de jeunes filles. « Mais c'est Grishkino !» dit Vassili Andreitch. « Oui, c'est bien Grishkino !» répondit Nikita. En effet, c'était Grishkino. Les voyageurs s'étaient donc égarés à gauche de la route, avaient fait environ 8 verstes hors de leur direction, mais sans cependant s'écarter beaucoup du but de leur voyage. De Grishkino à Goriachkino, il y avait 5 verstes. Dans le village, ils rencontrèrent un grand gaillard marchant au milieu de la rue. « Qui va là ?» cria-t-il en arrêtant le cheval. Mais, reconnaissant Vassili Andreitch, il s'approcha du traîneau en glissant sa main le long du brancard et s'assit sur le siège. C'était le moudjik Isaï, renommé tout alentour comme le premier voleur de chevaux de la contrée, et que Vassili Andreitch connaissait bien. « Et où donc, Vassili Andreitch, Dieu vous mène-t-il » dit Isaï en envoyant sur Nikita son haleine qui sentait l'eau-de-vie. « Mais nous allions à Gorachkino. Et voilà où vous êtes arrivés. Vous auriez dû passer par Malachovo. »« Oui, nous aurions dû, mais nous n'avons pas pu, » dit Vassili Andreitch en arrêtant le cheval. « Le cheval est bon, » reprit Isaï en examinant Mourorti, et, avec un geste qui lui était familier, il serra le nœud relâché de la queue, en le remontant. « Vous couchez ici » demanda-t-il. « Non, frère, il me faut absolument repartir. »« C'est donc forcé ? Et lui, qui est-il ?»« Ah, Nikita Stepanitch. »« Et qui donc pourrait-ce être ?» dit Nikita. « Écoute plutôt, mon âme, comment faire pour ne pas nous égarer de nouveau ? Et comment t'égarerais-tu ? Tourne bride et va droit par la rue. Puis, en sortant du village, file toujours tout droit. Ne prends pas à gauche. Quand tu seras sur la grande route, alors tourne à gauche. » « Mais le tournant de la grande route, est-ce le tournant d'été ou le tournant d'hiver ?» demanda Nikita. « D'hiver. Dès que tu y seras, tu verras des arbustes. Il y a encore en face de ces arbustes un grand pieu de chêne. C'est là. » Vassili Andreitch tourna bride et longea le village. « Et si vous couchiez ici ?» leur cria par derrière Isaï. Mais Vassili Andreitch ne lui répondit pas. 5 verstes d'un chemin praticable, dont 2 à travers la forêt, lui semblaient faciles à parcourir, d'autant plus que le vent paraissait se calmer et la neige cesser. Après avoir franchi de nouveau la rue bien aplanie par les traîneaux et couverte çà et là de fumier frais, et passé la cour où séchait le linge et où la chemise blanche ne pendait plus que par une seule manche, ils approchèrent de nouveau des osiers, où le vent continuait à gémir et se retrouvèrent en plein champ. La tempête de neige, loin de se calmer, semblait au contraire redoubler. La route disparaissait entièrement et on ne pouvait se guider que par les pieux. Encore devenait-il difficile de les distinguer en avant du cheval, parce que le vent soufflait de face. Vassili Andreitch, les yeux demi-fermés, se penchait pour reconnaître les pieux, mais le plus souvent, il se fiait au cheval. Et en effet, l'animal n'hésitait pas, et marchait en appuyant tantôt à droite, tantôt à gauche, selon les sinuosités de la route qu'il devinait sous ses pieds. Ainsi, malgré la neige tombant de plus belle et le vent augmentant toujours, les pieux apparaissaient encore, soit d'un côté, soit de l'autre. Ils allaient ainsi depuis une dizaine de minutes, quand tout à coup, juste au-devant du cheval, apparut une tache noire qui se mouvait, comme derrière un filet, dans les lignes obliques de la neige tombante. C'était un traîneau qui les précédait, allant dans la même direction. Mourorti l'avait atteint et en heurtait de ses jambes le dossier. « Passez devant !» criait-on de ce traîneau. Vassili Andreitch obéit. Il y avait dans ce traîneau 3 moudjiks et une baba. C'étaient évidemment des invités qui revenaient de la fête. Un des moudjiks frappait d'un long bâton la croupe du cheval. Les 2 autres, sur le siège, agitaient leurs bras en criant. La baba, tout emmitouflée, couverte de neige, restait tranquille à l'arrière du traîneau. « D'où êtes-vous » leur cria Vassili Andreitch. « De... entendit-on seulement. « D'où ?»« De... criait de toutes ses forces l'un des moudjiks, qu'on n'entendit pas davantage. « Va donc, va, tiens bon !» Ils viennent de la fête, évidemment. « Avance, avance, va donc, Semka, tourne, va donc !» Les traîneaux se heurtèrent et faillirent s'accrocher. Puis ils se séparèrent et celui des moudjiks resta en arrière. Le petit cheval ventru, à longs poils, tout couvert de neige, soufflait péniblement dans la douga basse,
usant certainement ses dernières forces et boitant dans la neige. Sa tête, évidemment jeune, avec la lèvre inférieure fuyante comme une lèvre de poisson, les narines élargies et les oreilles collées de peur, se maintint pendant quelques secondes au niveau de l'épaule de Nikita, puis perdit graduellement du terrain. « Voilà ce que fait l'eau-de-vie, dit Nikita. Ils ont tué leur cheval. Ah, les Asiatiques !» Pendant quelques instants encore, on entendit le souffle des naseaux du cheval exténué et les cris avinés des moudjiks. Bientôt, on cessa de distinguer le souffle du cheval, puis se turent les cris. Et de nouveau, on n'entendit plus rien, si ce n'est le sifflement du vent dans les oreilles et parfois un léger craquement des patins sur les endroits découverts de la route. Cette rencontre ranima et encouragea Vassili Andreitch, et cette fois, sans chercher les pieux, il fouetta le cheval, se fiant à lui. Nikita n'avait rien à faire et s'assoupit. Soudain, le cheval s'arrêta. Nikita piqua une tête et faillit tomber. « Je crois que nous avons de nouveau perdu le chemin, » dit Vassili Andreitch. « Et pourquoi le crois-tu ? Mais on ne voit plus les pieux. Je crois bien que nous sommes égarés. »« Eh bien, si nous nous sommes égarés, il faut tâcher de retrouver la route, » dit simplement Nikita. Il descendit du traîneau, et du pas leste de ses jambes cagneuses, il s'en alla de nouveau sonder la neige. Il chercha longtemps, paraissant et disparaissant, enfin il revint. « Il n'y a pas de chemin ici. Peut-être qu'il est plus loin. » Et il remonta dans le traîneau. Il commençait déjà à faire sombre. La bourrasque n'augmentait pas, mais ne diminuait pas non plus. « Si au moins nous entendions les cris de ces moudjiks, » dit Vassili Andreitch. « Oh, nous sommes trop éloignés d'eux. C'est peut-être eux qui se sont égarés, » dit Nikita. « Mais que faire alors ? » « Il faut laisser aller le cheval. Il nous ramènera. Donne-moi les guides. » Vassili Andreitch lui passa les rênes, d'autant plus volontiers que ses mains commençaient à geler dans ses gants fourrés. Nikita ne conduisit pas. Il tint les guides dans ses mains sans faire de mouvement, tout fier de l'intelligence de son favori. En effet, le cheval dressant l'oreille tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, modifiait peu à peu la direction de sa course. « Ne disons rien, ne disons rien !» répéta Nikita. « Vois-tu ce qu'il fait ? Va, va, c'est ça, c'est ça !» Le vent commençait à souffler de l'arrière, et il ne le sentait plus autant. « Qu'il est intelligent !» dit Nikita avec satisfaction. « Le petit Kirghizien est fort, mais c'est une race bête. Et vois donc celui-ci, comme il remue ses oreilles. Il n'a pas besoin de télégraphe. Il flaire à la distance d'une verste. » Une demi-heure ne s'était pas écoulée qu'en effet une ligne noire apparut devant eux. Était-ce une forêt ou un village ? Quoi qu'il en fût, des pieux se montrèrent sur le côté droit. Évidemment, ils avaient retrouvé la route. « Mais c'est encore Grishkino !» fit tout à coup Nikita. En effet, ils avaient à leur gauche cette même grange d'où tombait tant de neige, et, plus loin, la même corde avec le même linge gelé que le vent secouait toujours avec rage. De nouveau, ils s'engagèrent dans la rue. De nouveau le calme, la douceur et le bien-être se firent sentir. De nouveau, la route parsemée de fumier. De nouveau, des voix, des chants, l'aboiement des chiens. Il faisait déjà si sombre que des lumières apparaissaient à plusieurs fenêtres. Au milieu de la rue, Vassili Andreitch dirigea le cheval vers une grande maison en briques à 2 étages et l'arrêta devant la porte cochère. « Appelle donc ta race, » dit-il à Nikita. Nikita s'approcha d'une fenêtre dont les vitres tapissées de neige laissaient pourtant passer la lumière aux rayons de laquelle les blancs flocons volants étincelaient. Il frappa du manche de son fouet. « Qui est là ?» répondit une voix à l'appel de Nikita. « Nous sommes de Kresti. Ce sont les Brerounov, mon ami. Viens donc un instant. » Dans l'intérieur, quelqu'un s'éloigna de la fenêtre, et presque aussitôt après, on entendit s'ouvrir la porte extérieure. Un vieux moudjik à la barbe grise, coiffé d'un grand bonnet, le manteau jeté par-dessus une blanche blouse de fête, apparut, suivi d'un jeune homme en blouse rouge et chaussé de bottes. « Soyez les bienvenus, » dit le vieux. « Nous nous sommes égarés, frère, » dit Vassili Andreitch. « Nous allions à Goriachkino, et c'est chez vous que nous avons abouti. C'est la 2e fois que nous nous égarons de votre côté. »« Voyez-vous cela ? Petrouchka, va donc ouvrir la porte, » dit le vieux en se tournant vers le jeune homme en blouse rouge. « C'est faisable, » répondit gaiement le jeune garçon, et il entra dans le vestibule. « Mais nous ne nous arrêtons pas pour coucher ici, » dit Vassili Andreitch. « Et où veux-tu aller pendant la nuit ? Couche donc ici. Je le voudrais bien, mais il faut que je reparte. Alors, viens au moins te réchauffer. Le samovar va justement être prêt. Me réchauffer, je ne le refuse pas. Il ne fera pas plus sombre tout à l'heure. Au contraire, la lune se lèvera pendant ce temps et éclairera la route.
Eh bien, Nikita, entrons pour nous réchauffer. Pourquoi pas? Allons-y, dit Nikita, tout transi de froid, et qui avait grande envie en effet d'entrer et de réchauffer sur le poêle ses membres engourdis. Vassili Andréitch suivit donc le vieux dans l'isba, et Nikita entra avec le traîneau par la porte que venait d'ouvrir Petrouchka, qui lui indiqua de mettre son cheval à l'abri sous l'auvent du hangar. Le sol du hangar était couvert d'une épaisse couche de fumier, et la haute douga se heurta contre une des poutres du plafond. Aussitôt le coq et les poules, perchés sur la poutre et secoués par le choc, gloussèrent avec mécontentement. Les moutons, alarmés, frappèrent de leurs sabots le fumier gelé et se rejetèrent en arrière. Un chien, évidemment jeune, aboya avec un hurlement désespéré. Nikita adressa à toute la société quelques paroles aimables. Il s'excusa à l'égard des poules, disant qu'il ne les dérangerait plus, reprocha aux moutons leur frayeur déraisonnable et ne cessa d'exhorter le chien, tandis qu'il attachait le cheval. « Comme cela, cela ira bien, » dit Nikita en secouant la neige de ses vêtements. « Voyez-vous ce gueulard, continuait-il en parlant du chien. Mais cesse donc, voyons. Arrête-toi, petit sot. Tu te fatigues, et voilà tout. Nous ne sommes pas des voleurs. » « C'est comme les 3 conseillers, » dit le jeune homme en poussant de ses bras robustes le traîneau sous le hangar. « Quel conseiller ?» demanda Nikita. « Mais c'est imprimé dans Poulson. Un voleur se rapproche furtivement de la maison, les chiens aboient. Cela veut dire « Prends garde !» Le coq champe, cela veut dire « Lève-toi !» Le chat se débarbouille, cela veut dire « Un hôte va venir. Prépare-toi à bien le recevoir !» récita le gars avec un large sourire. Petrouchka était un lettré et savait presque par cœur le livre de Paulson, le seul qu'il eût, et il aimait surtout quand il avait bu un coup, comme c'était le cas, citer de son livre les maximes qu'il croyait à propos. « C'est vrai, » dit Nikita. « Tu as froid, je présume, petit-oncle, » ajouta Petrouchka. « Oui, un peu, » dit Nikita, et ils traversèrent la cour et rentrèrent dans l'isba. 4. La maison où était descendu Vassili Andréitch était une des plus aisées du village. La famille possédait 5 lots de terre et en avait plusieurs autres qu'elle louait. Elle avait 10 chevaux, 3 vaches, 2 veaux et une vingtaine de moutons. Elle était elle-même composée de 22 personnes, 4 fils mariés, 10 petits-fils dont Petrouchka seul était marié, 2 arrière-petits-fils, 3 orphelins et 4 bruits avec leurs enfants. C'était une de ces rares familles qui ne s'était pas partagé la terre. Mais ici encore, l'influence dissolvante des animosités entre femmes, qui couvaient depuis longtemps, devait fatalement amener au partage. 2 fils travaillaient à Moscou, comme porteurs d'eau, un autre était soldat. Il y avait en ce moment à la maison le vieux, la vieille, le fils maître, un fils venu de Moscou pour la fête et toutes les femmes et les enfants. Il s'y trouvait encore un hôte, le staroste, leur voisin. Dans l'isba, au-dessus de la table, était suspendue une lampe avec son abat-jour, éclairant vivement les verres à thé, une bouteille d'eau-de-vie, les hors-d'œuvre, les briques rouges des murs et les icônes, placées dans le coin d'honneur entre 2 gravures. À la meilleure place, près de la table, s'était assis Vassili Andréitch, n'ayant conservé que sa pelisse de dessous, suçant les glaçons de sa moustache et examinant l'isba et ses habitants de ses yeux proéminents d'autour. Près de lui se trouvait le vieux à la barbe blanche, au crâne chauve, avec sa blouse tissée à la maison. Et, à côté, le fils venu de Moscou, aux puissantes épaules et au large dos, vêtu d'une blouse d'indienne fine. Enfin, l'autre fils, l'aîné, qui dirigeait la maison, et le staroste, un sec et maigre moudjik aux cheveux roux. Les moudjiks, après avoir bu l'eau-de-vie et mangé un morceau, se préparaient à prendre le thé. Le samovar chantait déjà par terre près du poêle. Sur la soupente et sur le poêle se tenaient les enfants. Sur les naris était assise une femme auprès d'un berceau. La vieille mère, dont le visage était sillonné en tous sens de petites rides, qui plissaient jusqu'à ses lèvres, s'empressait auprès de Vassili Andréitch. Au moment où Nikita entrait dans l'isba, elle présentait à Vassili Andréitch de l'eau-de-vie dans un épais gobelet de verre. « Fais-nous honneur, Vassili Andréitch, tu ne peux pas le refuser pour la fête, » dit le vieux. La vue et l'odeur de l'eau-de-vie, surtout en ce moment qu'il était transi et fatigué, impressionnèrent fortement Nikita. Il fronça les sourcils, secoua la neige de son bonnet et de son cafetan, se plaça devant les icônes et, comme s'il ne voyait personne, se signa et salua les images par 3 fois. Puis il se tourna vers le vieux, le salua et salua tous les hommes attablés, les femmes qui se tenaient près du poêle et, après leur avoir souhaité une bonne fête, ôta son manteau sans regarder la table. « Comme tu es couvert de givre, oncle !» dit le fils aîné,
en voyant le visage et la barbe de Nikita. Celui-ci ôta son cafetan, le secoua de nouveau, le suspendit près du poêle et s'approcha de la table. On lui offrit de l'eau-de-vie. Il y eut chez lui un moment de lutte douloureuse. Il faillit prendre le verre et se verser dans la bouche le liquide limpide et odorant. Mais il regarda Vassili Andreitch, se rappela le serment qu'il s'était fait, se souvint des bottes qu'il avait bues, du tonnelier, du petit à qui il avait promis d'acheter un cheval au printemps. Il soupira et refusa. « Je n'en prends pas. Bien merci, dit-il en se renfrognant. Et il s'assit sur le banc près de la fenêtre. « Et pourquoi donc ?» demanda le fils aîné. « Je n'en prends pas parce que je n'en prends pas, » répondit Nikita sans lever les yeux. Et, louchant du côté de sa barbe, il suçait les petits glaçons pendus au bout de sa moustache. « Il ne le doit pas, » dit Vassili Andreitch en mâchant un petit craquelin pour faire passer l'eau-de-vie. « Du thé alors, » dit l'aimable vieille. « Tu dois être bien glacé, mon pauvre ami. »« Eh, vous là-bas, les babas, qu'attendez-vous donc avec votre samovar ?»« Il est prêt, » répondit une jeune femme, et, époussetant de son tablier le samovar qui bouillait à flots, elle l'apporta avec effort et le posa lourdement sur la table. Cependant, Vassili Andreitch racontait comment il s'était égaré, comment à 2 reprises ils étaient revenus dans le même village, comment ils avaient erré et rencontré les moudjiks ivres. Les autres s'étonnaient, expliquaient où et pourquoi ils s'étaient perdus, qui étaient les ivrognes rencontrés, et ils disaient comment et par où il fallait aller. Jusqu'à Moltchanovka, un enfant peut se conduire, il n'y a qu'à bien prendre au tournant de la grande route. Il y a encore là un buisson, et vous n'êtes pas allé jusque-là, disait le staroste. Ou bien, si vous couchiez ici, les babas vous feront un lit, dit la vieille d'une voix persuasive. Et de bon matin, vous repartirez. Ce serait le mieux, appuyait le vieux. Impossible, frère. J'ai des affaires, répondit Vassili Andreitch. 1 heure de retard, et 1 année ne suffirait pas à nous rattraper, ajouta-t-il en songeant au bois et aux marchands qui pouvaient le lui enlever. Nous arriverons bien, n'est-ce pas? Et il s'adressait à Nikita. Celui-ci ne répondit pas tout de suite, toujours occupé, semblait-il, à dégeler sa barbe. Pourvu que nous ne nous perdions pas de nouveau, répondit-il enfin d'un air morne. Il était de mauvaise humeur parce qu'il se sentait tourmenté d'une envie folle d'eau-de-vie, et que le thé qui pouvait seul calmer ce désir ne lui avait pas encore été servi. Mais il n'y a qu'à arriver jusqu'au tournant, et là, nous ne pouvons plus nous égarer, puisque nous aurons la forêt jusqu'au bout, répliqua Vassili Andreitch. C'est à vous de juger, Vassili Andreitch. Partir? Partons, fit Nikita en prenant le verre de thé qu'on lui tendait. Prenons le thé et en route. Nikita ne répondit pas. Il hocha seulement la tête et, versant avec précaution le thé sur la soucoupe, il se mit à réchauffer à la vapeur ses mains glacées. Puis, après avoir cassé avec les dents un morceau de sucre, il salua la compagnie et dit « À votre santé !» Et il huma le liquide réchauffant. « Si quelqu'un voulait bien nous accompagner jusqu'au tournant, dit Vassili Andreitch. « Cela peut se faire, répondit le fils aîné. Petrouchka attellera et vous conduira jusqu'au tournant. Attelle alors, frère, je t'en remercierai. Mais non, mon trésor, dit l'obligeante vieille, nous sommes tous heureux de te rendre service. Petrouchka, va donc atteler la jument, dit le fils aîné. C'est faisable, dit Petrouchka avec un sourire. Il décrocha aussitôt son bonnet et courut atteler. Pendant ce temps, la conversation reprit au point où l'arrivée de Vassili Andreitch l'avait interrompue. Le vieux se plaignait devant son voisin le staroste de ce que son 3e fils ne lui eût rien envoyé pour la fête, tandis qu'il avait envoyé un fichu français pour sa jeune femme. Les jeunes d'aujourd'hui ne respectent plus les vieux, dit-il. Certes, oui, dit le staroste, c'est au point qu'il n'y a plus moyen de venir à bout. Il se croit trop malin. Voyez Demotchkine, qui a cassé le bras de son père. Voilà qui est intelligent. Nikita écoutait, examinait les visages et avait visiblement envie de se mêler à la conversation. Mais il était trop occupé par le thé et ne pouvait qu'approuver de la tête. Il buvait verre sur verre et sentait une chaleur agréable le pénétrer de plus en plus. La conversation se continua sur le même sujet, les malheureuses conséquences du partage, et ce n'était pas évidemment une discussion académique, car il s'agissait du partage demandé par le 2e fils qui se trouvait là et gardait un silence morose. Certainement c'était une question cuisante qui préoccupait tous les membres de la famille. Mais, par réserve, ils évitaient de l'agiter devant les étrangers. Finalement, le vieux n'y tint plus, et, avec des larmes dans la voix, il dit que tant qu'il serait vivant, il ne permettrait pas le partage, que sa maison, grâce à Dieu, ne manquait de rien, et que s'ils l'on partageait, chacun serait réduit à mendier. Ce serait comme les Matveyev, dit le staroste. C'était une vraie maison, et quand ils se sont séparés,
Personne n'a rien eu. « C'est ce que tu veux aussi, toi ?» fit le vieux en se tournant vers son fils. Le fils ne répondit pas, et il se fit un silence embarrassé qu'interrompit Petrouchka, qui, ayant attelé, était rentré depuis quelques instants et écoutait en souriant. « C'est comme dans Paulson. Il y a une fable, dit-il. Le père a ordonné à ses enfants de briser un faisceau de verges. Ils n'ont pas pu le briser d'un coup, mais ils y sont parvenus en brisant chaque verge l'une après l'autre. C'est la même chose, continua-t-il, avec son large sourire. C'est prêt, ajouta-t-il. Puisque c'est prêt, partons, dit Vassili Andreitch. Quant au partage, petit grand-père, ne cède pas. C'est toi qui as gagné le bien. C'est toi qui en es le maître. Va plutôt chez le juge de paix. Il y mettra de l'ordre. Il fait tant de chicanes, répétait en geignant le vieux, qu'il n'y a pas moyen de s'entendre. On dirait le diable. Cependant, Nikita, ayant achevé son 5e verre de thé, ne se décidait pas à le retourner. Il le coucha, au contraire, sur la soucoupe, espérant qu'on le remplirait de nouveau. Mais le samovar était vide, et la maîtresse du logis ne put le satisfaire. D'ailleurs, Vassili Andreitch endossait sa seconde pelisse. Il n'y avait plus qu'à partir. Nikita se leva à son tour, remit dans le sucrier son petit morceau de sucre rongé de tous les côtés, essuya du pan de son vêtement la sueur de son visage et se dirigea vers son cafetan. S'en étant revêtu, il poussa un profond soupir, remercia ses hôtes, les salua et passa de la chambre chaude et claire dans le vestibule obscur et froid, où le vent soufflait et où la neige pénétrait par les fentes de la porte. Puis il sortit dans la cour noire. Petrouchka en pelisse se tenait au milieu de la cour, près de son cheval, et récitait toujours souriant des vers extraits de Paulson. Il disait « La tempête cache le ciel, les trombes de neige tourbillonnent, tantôt la rafale hurle comme un fauve, tantôt elle pleure comme un enfant. » Nikita hochait approbativement la tête et démêlait les rênes. Le vieux, accompagnant Vassili Andreitch, apporta dans le vestibule une lanterne pour éclairer le chemin, mais la lumière fut aussitôt éteinte par le souffle du vent. Même dans la cour, on pouvait remarquer que la tourmente de neige devenait plus forte. « Quel temps !» pensa Vassili Andreitch. « Il est fort possible que nous n'arrivions pas. Mais que faire? Les affaires avant tout. Et puis, je suis déjà levé pour partir. Le cheval de mon hôte est déjà attelé. Avec l'aide de Dieu, nous arriverons. » Le vieux pensait aussi qu'il était imprudent de se mettre en route, mais il avait déjà insisté pour retenir les voyageurs. On n'avait pas voulu l'écouter. Peut-être est-ce parce que je deviens vieux que je deviens peureux. Eux, ils arriveront, pensa-t-il. Et puis du moins, nous nous coucherons, comme d'habitude, à notre heure et sans souci. Petrouchka, lui aussi, voyait qu'il était dangereux de partir. Il avait bien un peu peur, mais pour rien au monde, il ne l'eût laissé voir. Il faisait le brave, et les vers, les trombes de neige tourbillonnent, lui donnaient du cœur au ventre, parce qu'ils exprimaient ce qui se passait à cette heure. Quant à Nikita, il n'avait aucune envie de se remettre en route, mais il était habitué depuis longtemps à n'avoir de volonté que celle des autres. Ainsi, personne ne retint les voyageurs. 5. Vassili Andreitch s'approcha du traîneau en tâtonnant dans l'obscurité. Il y monta et prit les guides. « Va devant !» cria-t-il. Petrouchka, à genoux sur son traîneau, fouetta son cheval. Mourorti, qui hennissait depuis quelques instants parce qu'il sentait devant lui une jument, partit à la suite, et ils sortirent dans la rue. Ils longèrent de nouveau le village en suivant la même route, passant devant la même cour où pendait du linge gelé qu'on ne distinguait plus, devant le même hangar déjà presque enfoui dans la neige, devant les mêmes osiers qui se courbaient avec le même sifflement et le même bruit morne, et de nouveau ils entrèrent dans cette mer de neige qui tempêtait en haut et en bas. Le vent était si fort que lorsqu'il soufflait de côté, au moment où les voyageurs tournaient contre lui, il faisait pencher les traîneaux et repoussait les chevaux. Petrouchka filait devant au petit trot de sa bonne jument, et, de temps en temps, criait gaillardement. Mourorti suivait la jument. Au bout de 10 minutes, Petrouchka se retourna et cria quelque chose que ni Vassili Andreitch ni Nikita ne purent entendre, à cause du vent. Mais ils comprirent qu'ils étaient arrivés au tournant. En effet, Petrouchka tourna à droite, et le vent qui venait de côté souffla de nouveau de face. À droite, on apercevait à travers la neige quelque chose de noir. C'était le buisson du tournant. « Allons, avec Dieu !»« Merci, Petrouchka !»« La tempête cache le ciel !» cria Petrouchka, et il disparut. « Vois-tu ce rimeur ?» dit Vassili Andreitch, et il secoua les guides. « Oui, un bon gaillard, un vrai moudjik !» dit Nikita. Ils poursuivirent leur route.
Nikita s'enveloppait de son mieux et, rentrant la tête dans les épaules au point que sa barbe lui cachait le cou, demeurait silencieux et tâchait de ne pas perdre la chaleur qu'il avait emmagasinée avec le thé. Il voyait devant lui les lignes droites des brancards qui lui semblaient les bords d'une route aplanie. Il apercevait la croupe mouvante du cheval avec le nœud de sa queue toujours rejeté sur le côté par la bourrasque. Et, plus loin, la haute douga, la tête balancée de la bête et son encolure dont la crinière flottait au vent. Parfois, il distinguait les pieux, ce qui lui prouvait qu'ils étaient bien sur la route et qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Vassili Andreitch tenait les guides en laissant au cheval le soin de suivre le chemin. Mais Mourorty, quoiqu'il se fût reposé au village, trottait avec peu d'entrain et semblait vouloir quitter la route, de sorte que Vassili Andreitch dut à plusieurs reprises le ramener sur la voie. « Voici un pieu à droite, en voici un autre, en voici un troisième, » comptait Vassili Andreitch. « Et devant nous, voici la forêt, » pensa-t-il en fouillant du regard une tache noire qu'il apercevait au loin. Mais ce qu'il prenait pour la forêt n'était qu'un buisson. Ils le dépassèrent et trottèrent encore une 50aine de mètres. Il n'y avait plus trace de pieu ni de forêt. « Nous devions cependant trouver la forêt tout de suite, » pensa Vassili Andreitch. Et, excité par l'eau-de-vie et le thé, il poussait le cheval. Le brave animal, docile, obéissait et allait tantôt au pas, tantôt au trot, là où on le menait, bien qu'il sût qu'on ne le menait pas là où il fallait. 10 minutes se passèrent encore. La forêt n'apparaissait toujours pas. « Mais je crois que nous nous sommes perdus de nouveau, » dit Vassili Andreitch en arrêtant le cheval. Nikita, sans mot dire, descendit, et maintenant son cafetan que le vent collait sur son corps, ou tentait de l'en arracher, il alla chercher dans la neige. Il fouilla d'un côté, il fouilla de l'autre. À 3 reprises, il disparut absolument. Enfin, il revint et prit les guides des mains de Vassili Andreitch. « Il faut aller à droite, » dit-il d'un ton brusque et décidé, en faisant tourner le cheval. « Si c'est à droite, va à droite, » dit Vassili Andreitch, lui remettant les guides et cachant ses mains gelées dans la fourrure de ses manches. « S'il nous ramenait au moins à Grishkino, » fit-il. Nikita ne répondit pas. « Allons, ami, courage !» cria-t-il au cheval. Mais celui-ci, malgré les claquements des rênes, ne marchait qu'au pas. La neige lui montait parfois jusqu'aux genoux. Nikita tira le fouet de sa cachette et cingla les talons. Le brave Mourorty, qui n'était pas habitué aux coups de fouet, eut un brusque sursaut, prit le trot, mais presque aussitôt changea encore l'allure et reprit l'amble. Ils allèrent ainsi pendant 5 minutes. Il faisait sombre, et la neige tourbillonnait tellement en haut et en bas que parfois on ne distinguait plus la douga. Le traîneau semblait immobile sur la route filant en arrière. Tout à coup, le cheval s'arrêta, flairant évidemment quelque chose d'insolite. Nikita sauta lestement à terre, abandonna les guides et alla à la tête de la bête pour reconnaître la cause de son arrêt. Mais à peine eut-il fait un pas devant le cheval que ses pieds glissèrent et il roula dans un trou profond. « Tprou, tprou, tprou !» se disait-il à lui-même en roulant et en faisant de vains efforts pour se retenir. Mais il ne s'arrêta qu'au fond du ravin, où il s'enfonça jusqu'à la ceinture dans une épaisse couche de neige. Ébranlé par la chute de Nikita, un tas de neige amoncelé sur le bord s'éboula sur lui et lui remplit le cou. « Hé, que vous êtes !» cria-t-il d'un ton de reproche au ravin et au tas de neige, tout en secouant son col. « Nikita ! Hé, Nikita !» appela Vassili Andreitch d'en haut. Mais Nikita ne lui répondit pas. Il n'avait pas le temps. Il se secouait, puis il avait laissé échapper son fouet dans la glissade. Il le cherchait. L'ayant retrouvé, il voulut remonter la pente par où il avait roulé. Mais ce fut en vain. Il glissa chaque fois et dut chercher plus loin une issue plus facile. À quelques mètres de l'endroit où il était tombé, il parvint avec peine à grimper à 4 pattes jusqu'au haut du ravin, et il en suivit le bord en se dirigeant vers l'endroit où devait se trouver le cheval. Il ne voyait ni le cheval, ni le traîneau, mais comme il marchait contre le vent, il entendit, avant qu'il les eût aperçus, le cri de Vassili Andreitch et le hennissement de Mourorty, qui l'appelait. « J'arrive, j'arrive ! Qu'est-ce que tu as à t'arracher le gosier ?» fit-il. Ce n'est qu'en arrivant près du traîneau qu'il aperçut le cheval et Vassili Andreitch, qui se tenait auprès de lui et qui semblait plus grand que de coutume. « Où le diable t'a-t-il mené ? Il faut rebrousser chemin. Au moins nous reviendrons à Grishkino, » disait avec humeur le patron à son domestique. « Je serais heureux d'y revenir, Vassili Andreitch. Mais où aller ? Il y a ici un ravin si profond que lorsqu'on y tombe, on ne peut plus en sortir. J'y ai piqué une tête, tellement que je croyais bien y laisser ma peau. »« Eh bien quoi ? Nous ne pouvons pas rester ici. Il faut bien aller quelque part, » dit Vassili Andreitch. Nikita ne répondit rien. Il remonta dans le traîneau en tournant le dos au vent.
enleva ses bottes pour en vider la neige. Ensuite, il prit un peu de paille et la bourra soigneusement dans sa botte pour en boucher le trou. Vassili Andreitch gardait le silence comme pour laisser à Nikita pleine liberté d'agir. Après s'être rechaussé, Nikita enfonça ses jambes dans la paille du traîneau, remit ses moufles, prit les guides et dirigea le cheval le long du ravin. Mais à peine avait-il fait 100 pas que le cheval s'arrêta de nouveau. C'était encore une fondrière. Nikita redescendit et se remit à chercher dans la neige. Après avoir erré assez longtemps, il reparut enfin du côté opposé. « Vassili Andreitch, êtes-vous vivant ?»« Présent, » répondit celui-ci. « Eh bien, mais il est impossible de voir quelque chose. Il fait noir, il n'y a que des ravins par ici. Il faut toujours suivre la direction du vent. » Ils repartirent. De nouveau Nikita marchait et tombait dans la neige. Et enfin, tout exténué, il s'arrêta près du traîneau. « Eh bien ?» demanda Vassili Andreitch. « Eh bien quoi? Je n'en peux plus. Et le cheval refuse de marcher. Que faire alors? Attends un peu. » Nikita repartit et revint bientôt. « Suis-moi, dit-il en devançant le cheval. » Vassili Andreitch ne donnait plus d'ordre et ne faisait que ce que lui disait Nikita. « Par ici, va toujours !» cria Nikita en marchant rapidement à droite et, saisissant Mourorty par le licou, il le dirigea sur un tas de neige. Le cheval résista d'abord, puis s'arracha soudain de la place, espérant franchir l'amas de neige, mais il n'y réussit pas et s'enfonça jusqu'au collier. « Descends !» cria Nikita à Vassili Andreitch qui continuait à rester dans le traîneau. Et sans attendre, Nikita, saisissant le traîneau par un des brancards, s'efforçait de le faire avancer. « C'est difficile, frère, dit-il à Mourorty. Mais que faire? Force-toi! Encore un peu !» Le cheval tira une première fois, une seconde fois, mais ne put se dégager. Il remuait les oreilles, flairait la neige en posant le museau sur le tas, comme s'il eût voulu réfléchir. « Voyons, frère, ce n'est pas raisonnable, disait Nikita d'une voix persuasive à Mourorty. Allons, encore un coup. Et Nikita empoigna de nouveau l'un des brancards, et Vassili Andreitch en fit autant de l'autre côté. Le cheval secoua la tête, puis soudain tira. Tu ne te noieras pas, va, cria Nikita. Un bond, un autre, un troisième, et le cheval finit par sortir du tas de neige, et s'arrêta en soufflant et en s'ébrouant. Nikita voulut le mener plus loin, mais Vassili Andreitch était tellement essoufflé avec ses deux pelisses sur le dos qu'il ne pouvait plus marcher, et qu'il se laissa choir dans le traîneau. « Laisse-moi respirer, dit-il, en dénouant le foulard dont il avait entouré son col. « Ici, cela va mieux. Tu peux rester, dit Nikita. Je passerai. » Et, laissant Vassili Andreitch dans le traîneau, il fit avancer le cheval d'une dizaine de pas encore et l'arrêta. Bien que l'endroit où Nikita faisait halte ne fût pas dans un creux, il était cependant un peu garanti du vent par une petite élévation. Il y avait des moments où, derrière cet abri, le vent semblait se calmer. Toutefois, cela ne durait pas longtemps, et la tempête, comme pour rattraper ce moment de repos, soufflait ensuite avec une force décuplée et tourbillonnait avec plus de violence. Un de ces coups, le vent arriva au moment où Vassili Andreitch, ayant repris haleine, sortait du traîneau et s'approchait de Nikita pour examiner avec lui leur situation et chercher à y remédier. Ils durent se baisser bien vite et attendre que la violence du tourbillon s'apaisât. Mourorty, lui aussi, se ramassait sur lui-même et serrait ses oreilles contre sa tête. Quand il y eut un peu d'accalmie, Nikita ôta ses moufles, les enfonça dans sa ceinture et après avoir soufflé dans ses mains, il détacha la bride de la douga. « Mais que fais-tu là ?» demanda Vassili Andreitch. « Je dételle. Que puis-je faire? Je n'en puis plus, » répondit Nikita de la façon dont on s'excuse. « Mais ne pourrons-nous pas arriver quelque part? » « Non, nous ne ferons que fatiguer le cheval inutilement. Tu vois dans quel état il est, le pauvre ?» Et Nikita montrait près de Mourorty, résigné, prêt à tout et dont les flancs tout en sueur se soulevaient péniblement. « Il faut passer la nuit ici, » ajouta-t-il comme il aurait dit s'il s'était trouvé dans une auberge. « Mais est-ce que nous ne mourrons pas de froid ?» s'écria Vassili Andreitch. « Eh bien, tu mourras si tu ne peux pas faire autrement. » 6. Avec ses deux pelisses, Vassili Andreitch avait bien chaud, surtout après les efforts qu'il venait de faire. Mais un frisson lui courut tout le long du dos lorsqu'il comprit qu'il fallait nécessairement passer la nuit là. Pour se tranquilliser un peu, il monta dans le traîneau et tira de sa poche des cigarettes et des allumettes. Nikita achevait de dételer le cheval. Il ôta la sous-ventrière, dénoua les guides, l'amancelle, retira la douga, tout en continuant à parler au cheval pour l'encourager. « Allons, viens ! Viens, disait-il en le faisant sortir des brancards. Nous t'attacherons ici. Je te mettrai un peu de paille et je te débriderai.
reprenait-il, faisant à mesure ce qu'il disait. Tu mangeras et tu ne seras pas triste. Mais Murarty ne paraissait pas tranquillisé par les discours de Nikita. Il piaffait, se serrait contre le traîneau, tournait la croupe contre le vent et frottait sa tête contre la manche de Nikita. Cependant, comme s'il n'eût pas voulu refuser la paille que lui présentait Nikita, Murarty en arracha rapidement une bouchée. Mais aussitôt il décida que ce n'était pas le moment de s'occuper de paille, et la laissa tomber. Le vent l'emporta en un instant et la couvrit de neige. « À présent, nous allons établir un signal, » dit Nikita en tournant l'avant du traîneau contre le vent, et en attachant les deux brancards qu'il dressait en l'air. « Quand la neige nous couvrira, les bonnes gens nous retrouveront grâce aux brancards et nous retireront. C'est ainsi que nos vieux nous ont appris à faire. » Cependant, Vassili Andreitch, écartant sa pelisse, frottait allumette sur allumette contre la boîte sans parvenir à allumer sa cigarette, car ses mains tremblaient et le vent éteignait le feu avant qu'il eût pu le porter à la cigarette. Enfin, une allumette prit. La flamme, un instant, éclaira la fourrure de son col. Sa main avec une bague d'or au médius, son sac couvert de neige qui avait glissé sous lui, la cigarette s'alluma. Il tira avec avidité 2 bouffées, avala la fumée, la fit passer par le nez. Mais avant qu'il eût pu en tirer une nouvelle bouffée, le vent fit tomber le feu de sa cigarette et l'emporta. Toutefois, ces quelques bouffées de fumée avaient suffi pour le réconforter. « Puisqu'il faut coucher ici, couchons-y, » dit-il avec décision. Apercevant les brancards dressés en l'air, il voulut rendre le signal plus apparent et montrer à Nikita son savoir-faire. « Attends, dit-il, en prenant le foulard qu'il avait enlevé de son col et jeté dans le traîneau. « Je vais encore y accrocher un drapeau. » Il ôta ses gants, se dressa de toute sa hauteur en allongeant le corps et noua fortement le foulard au bout d'un des brancards. Le drapeau improvisé flotta aussitôt, tantôt ouvert et claquant au vent, tantôt se collant au brancard. « Vois-tu comme c'est bien » dit Vassili Andreitch, satisfait de son œuvre et rentrant dans le traîneau. « Il ferait plus chaud ensemble, mais il n'y a pas de place pour 2. »« Je trouverai bien où me mettre, » répondit Nikita. « Mais il faut auparavant couvrir le cheval. La pauvre bête est tout en sueur. » « Soulève-toi donc, » ajouta-t-il en s'approchant du traîneau et en retirant de dessous Vassili Andreitch la toile à sac. Puis il la plia en 2 et en couvrit Murarty. « Comme cela, tu auras plus chaud quand même, petit sot, » dit-il en mettant par-dessus la toile la sellette et la lourde avaloir. « Est-ce que vous avez besoin de l'autre toile ? Et donnez-moi aussi un peu de paille, » dit Nikita en revenant au traîneau. Ayant pris l'une et l'autre, il alla derrière le traîneau, fit un petit trou dans la neige, y mit la paille. Puis il rabattit son bonnet sur ses oreilles, s'enveloppa dans son cafetan, se couvrit avec cette toile d'étoupe et s'assit sur la paille, en s'adossant à l'arrière du traîneau qui le garantissait du vent et de la neige. Vassili Andreitch hocha la tête en signe de désapprobation de ce que faisait Nikita, comme d'ailleurs il désapprouvait en général l'ignorance et la bêtise des moudjiks, et se disposa pour la nuit. Il égalisa la paille dans le traîneau, et les mains dans les manches, il posa sa tête dans le coin du devant qui l'abritait contre le vent. Il n'avait pas envie de dormir. Il réfléchissait, il pensait toujours à la même chose, à ce qui était l'unique but, le sens, la joie et la fierté de sa vie. L'argent. De ce qu'il en avait gagné et ce qu'il pouvait en gagner encore. Ce que d'autres avaient gagné et pouvaient encore gagner comme lui, et les moyens de le gagner. Le chêne servira à faire des patins outre les bois de charpente. C'est une affaire certaine. Il y aura, en bois coupé, une 30aine de sagènes par désiatine, calculait-il en songeant au rendement du bois qu'il allait acheter. Mais il n'aura pas les 10 000 roubles, c'est assez de 8 000. Et encore, les clairières ne seront pas comptées. Je laisserai la pâte à l'arpenteur. Pour 100 ou 150 roubles, il m'attribuera 5 désiatines en plus des clairières. Le pommier-tchik se contentera de 8 000. Je lui en mets tout de suite 3 000 dans les dents, cela le retournera. Et Vassili Andreitch tâtait son portefeuille dans la poche de sa veste. Mais comment nous sommes-nous écartés du tournant de la route ? Je ne puis pas le comprendre. Il devait y avoir la forêt et la guérite. Seulement, on n'entend pas les chiens. Ils n'aboient jamais quand il le faut. Il rabattit son col et se mit à écouter et à regarder. Il n'apercevait dans l'obscurité que la silhouette de Murarty, sa tête et son dos sur lequel la toile flottait au vent. On n'entendait toujours que le sifflement de la bourrasque, les claquements du foulard contre les brancards et le froissement de la neige contre le traîneau. Il s'enveloppa de nouveau. Si j'avais su, je serais resté à Grishkino. Enfin, nous arriverons bien demain, ce ne sera qu'1 jour de perdu. Par un pareil temps, les autres ne voyageront pas non plus. Et il se rappela que pour le 9, il devait toucher chez le boucher le prix des moutons vendus. Il a promis de venir lui-même, il ne me trouvera pas chez moi. Ma femme ne saura pas se faire payer. Qu'elle est ignorante.
Elle n'a pas de savoir-vivre, pensa-t-il en se rappelant la façon dont elle avait reçu le commissaire de police qui lui avait fait visite la veille à l'occasion de la fête. Une femme, quoi. Où aurait-elle pu s'éduquer? Était-ce une maison convenable, celle de ses parents? Le père, un riche moudjik de village, tout au plus. Un méchant petit moulin et une auberge. Voilà tout ce qu'il avait. Tandis que moi, que n'ai-je pas fait en 15 ans? Un magasin d'épicerie, 2 cabarets, un moulin, un magasin de blé, 2 propriétés en fermage, une maison avec une grange couverte en fer, énumérait-il avec fierté. Ce n'est pas comme mon père. Qui connaît-on aujourd'hui dans toute la région? Brekhounov. Et pourquoi? Parce que je pense à mes affaires. Je m'y applique au lieu de faire comme tant d'autres qui ne savent que dormir et s'occuper de bêtises. Moi, je ne dors pas la nuit. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse beau, je suis en route. C'est comme cela qu'on ne manque pas des affaires. Ils pensent que tout vient tout seul, que c'est en s'amusant qu'on gagne de l'argent. Non. Travaille, casse-toi la tête. On croit que c'est la chance qui fait de vous quelqu'un. Voilà les Mironov. Ils ont des millions à cette heure. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé et que Dieu les récompense, qu'ils me donnent seulement la santé. Et la pensée qu'il pourrait peut-être devenir millionnaire comme Mironov, qui était parti de rien, l'excitait tellement qu'il sentit le besoin de s'épancher, mais il n'avait personne à qui parler. S'il avait pu arriver jusqu'à Goriachkino, il aurait pu parler au pommier-tchik. Il aurait su lui mettre des verres à ses lunettes. Voyons donc comme ça souffle. Ça va si bien nous ensevelir que nous ne pourrons plus en sortir au matin, pensa-t-il au bruit du vent qui soulevait l'avant du traîneau et le fouettait de neige. Pourquoi ai-je écouté Nikita? Il fallait continuer. Nous serions bien arrivés quelque part, quand ce n'eût été qu'à Grishkino, où nous aurions couché chez Taras, tandis que maintenant nous sommes ici pour toute la nuit. Alors oui, que disais-je donc? Ah oui, que Dieu récompense celui qui travaille, et non pas les fainéants, les dépensiers ou les imbéciles. Mais si je fumais? Il se redressa sur son séant, tira son étui à cigarette, s'étendit sur le ventre pour s'abriter du vent. Mais le vent trouvait un passage et éteignait ses allumettes l'une après l'autre. Enfin, il parvint à allumer sa cigarette, et le fait d'avoir réussi le rendit tout joyeux. Bien que le vent fumât sa cigarette plus que lui-même, les quelques bouffées qu'il en put tirer lui firent plaisir. Il se blottit de nouveau dans l'angle du traîneau, s'enveloppa et se remit à penser et à rêver, puis finit par s'assoupir. Tout à coup, il sentit comme un choc et se réveilla. Était-ce Mororty qui avait voulu tirer la paille hors du traîneau, ou bien était-ce en lui-même que quelque chose s'était agité? Toujours est-il qu'il se réveilla avec un battement de cœur, si fort et si rapide qu'il lui sembla que le traîneau tremblait au-dessous de lui. Il ouvrit les yeux. Rien n'était changé alentour. Seulement, on eût dit qu'il faisait plus clair. « Voilà le jour, pensa-t-il. L'aube ne va pas tarder. » Mais il réfléchit aussitôt que cette clarté devait être celle de la lune qui se levait. Il se souleva et regarda tout d'abord le cheval. Mororty, toujours la croupe contre le vent, tremblait de tout son corps. La toile, toute couverte de neige, s'était relevée d'un côté. L'avaloir avait glissé et l'on distinguait mieux la tête du cheval avec le toupet et la crinière flottant au vent. Vassili Andreitch, alors, regarda en se penchant derrière le traîneau. Nikita était toujours dans la même position. La toile d'étoupe dont il s'était couvert disparaissait, ainsi que ses jambes, sous une épaisse couche de neige. Pourvu que le moudjik ne meure pas gelé. Ses vêtements ne sont pas bien chauds. J'en serai encore responsable. Il est si fatigué d'avoir couru, avec ça qu'il n'a pas le coffre bien solide. Et Vassili Andreitch eut l'idée de retirer la toile du cheval et d'en couvrir Nikita. Mais il faisait trop froid pour se lever, et il craignit aussi que le cheval n'en souffrît. Pourquoi l'avoir amené? Toujours ces bêtises à elle, pensa-t-il, en songeant à sa compagne dédaignée, et il se laissa retomber dans l'angle du traîneau. C'est ainsi qu'une fois, le petit-oncle a passé toute une nuit dans la neige. Il n'a rien eu, tandis que Sébastien, quand on l'a retiré, était mort, raide comme un quartier de bœuf gelé, pensa-t-il encore, en se souvenant d'un autre cas. J'aurais dû coucher à Grishkino. Rien ne me serait arrivé. En s'enveloppant avec soin dans sa pelisse, afin de ne rien perdre de la chaleur de la fourrure et d'avoir chaud de la tête aux pieds, il ferma les yeux pour essayer de se rendormir. Mais, malgré tous ses efforts, le sommeil ne venait pas. Au contraire, il se sentait excité. Il recommença à calculer ses bénéfices, à récapituler ce qui lui était dû, à s'admirer lui-même, orgueilleux de la situation à laquelle il était parvenu. Néanmoins, tous ses rêves riants étaient constamment dérangés par l'inquiétude qui le gagnait peu à peu et par le regret de n'être pas resté à Grishkino. Il se tournait et se retournait,
cherchant une position plus commode et mieux garantie du vent. Rien n'y fit. Il se sentait toujours mal à l'aise. Il se soulevait encore, changeait de place, soulevait les jambes, fermait les yeux et restait immobile. Mais ou bien c'étaient les jambes recroquevillées qui commençaient à lui faire mal dans ses grandes bottes, ou bien c'était le vent qui s'infiltrait par quelque part. Et, après quelques instants d'immobilité, se souvenant avec dépit qu'il aurait pu à cette heure dormir tranquillement à Grishkino, il se soulevait de nouveau, se retournait, s'enveloppait et se recouchait. Un moment, Vassili Andreitch crut entendre un chant lointain de coq. Ce bruit lui fit plaisir. Il rabattit le col de sa pelisse et écouta avec attention. Mais il eut beau tendre l'oreille, il ne perçut plus que le bruit du vent qui soufflait entre les brancards et de la neige qui fouettait le traîneau. Nikita, lui, restait toujours assis dans la même position, sans bouger et sans répondre à Vassili Andreitch qui l'avait appelé à 2 reprises. « Il s'en moque, lui, il dort », se disait avec humeur Vassili Andreitch. Vassili Andreitch se redressa et se recoucha ainsi 20 fois au moins. Il lui semblait que cette nuit ne finirait jamais. « Le jour ne doit pas être loin maintenant, » pensa-t-il une fois en se soulevant et en regardant autour de lui. « Si je regardais l'heure, mais il fait trop froid pour ouvrir ma pelisse. Cependant, si je savais que nous approchons du matin, j'attendrais plus courageusement. Nous nous mettrions à atteler. » Au fond, Vassili Andreitch savait bien que le jour ne devait pas être si proche, mais il commençait à s'inquiéter de plus en plus, et il eût bien voulu regarder l'heure, mais il eut peur de la connaître. Il décrocha avec précaution sa pelisse de dessous, et insinuant sa main dans l'entrebâillement, il chercha longtemps avant d'arriver jusqu'au gilet. C'est à grand-peine qu'il parvint à retirer sa montre d'argent émaillée de fleurs bleues, mais sans lumière, il ne put distinguer l'heure. Il se pencha de nouveau à plat ventre et retira ses allumettes. Cette fois, il s'y prit avec plus de précaution, et, choisissant des doigts une allumette ayant beaucoup de phosphore, il l'alluma du premier coup. Il présenta le cadran à la lueur, regarda et n'en crut pas ses yeux. Il n'était que 00:10. Toute la nuit restait à passer. « Oh, qu'elle est longue cette nuit !» pensa Vassili Andreitch en sentant un frisson qui lui courait dans le dos, et refermant sa pelisse, il reprit sa place dans le traîneau. Soudain, dans le bruit monotone de la rafale, il entendit nettement un son nouveau et vivant. Ce son augmentait progressivement, atteignant une netteté parfaite, pour diminuer aussi progressivement. Il n'y avait pas de doute, c'était un loup. Il hurlait de si près qu'avec le vent on pouvait distinguer jusqu'au changement des intonations de sa voix. Vassili Andreitch rabattit son col et écouta attentivement. Morohorty, de son côté, écoutait avec non moins d'attention en faisant mouvoir ses oreilles. Et, lorsque le loup eut terminé sa roulade, le cheval changea de pied et s'ébroua comme pour avertir son maître. Ce danger nouveau ne permettait plus à Vassili Andreitch de dormir, ni même d'avoir quelque tranquillité d'esprit. Il eut beau ramener sa pensée sur ses affaires, sur sa notoriété, sa dignité, sa richesse, la peur l'envahissait de plus en plus, et toutes ses réflexions étaient dominées par le regret de n'être pas resté pour la nuit à Grishkino. Après tout, que m'importe le bois? Grâce à Dieu, j'ai assez d'affaires sans celle-là. J'aurais dû rester. On dit que ce sont surtout les ivrognes qui meurent de froid, et justement, j'ai bu plus qu'à l'ordinaire. En examinant ses sensations, il s'aperçut qu'il tremblait sans savoir si c'était de froid ou de peur. Il essaya de se couvrir et de rester couché comme précédemment, mais il ne le pouvait plus. Il lui était impossible de demeurer en place. Il voulait descendre du traîneau, faire quelque chose, afin d'étouffer la peur qui grandissait en lui et qu'il se sentait impuissant à maîtriser. Il tira de nouveau ses cigarettes et ses allumettes, mais de celles-ci, il ne restait plus que 3, et toutes mauvaises. Le phosphore s'écrasa sans s'enflammer. « Que le diable t'emporte, maudite !» jura-t-il, sans savoir contre qui, en rejetant sa cigarette déchirée entre ses doigts. Il allait la faire suivre de son porte-allumette, mais il retint son bras déjà lancé et remit l'étui dans sa poche. Il était en proie à une telle inquiétude que, décidément, il ne pouvait tenir en place. Il descendit du traîneau et, tournant le dos au vent, il se mit à resserrer vigoureusement sa ceinture. Pourquoi rester couché à attendre la mort? Enfourchons le cheval et en route, pensa-t-il tout à coup. Le cheval monté ne s'arrêtera pas. Pour lui, se dit-il en pensant à Nikita, il lui importe peu de mourir. Quelle est sa vie? Il ne la regrettera même pas, tandis que moi, grâce à Dieu, j'ai de quoi vivre. Et, détachant Morohorty, il rejeta les guides sur son dos et voulut l'enfourcher, mais il le manqua. Alors, il monta sur le traîneau pour se hisser jusqu'au cheval, mais le traîneau vacilla sous son poids et il manqua de nouveau son élan. Enfin, il rapprocha encore le cheval et s'appuyant avec précaution sur le bord du traîneau,
Il parvint à s'étaler sur le ventre en travers du dos de Mourorty. Il resta quelques instants dans cette position, puis se poussa à petits coups en avant et finit par enjamber. Il s'assit alors et passa ses pieds dans les courroies de l'avaloir en guise d'étrier. La secousse imprimée au traîneau avait réveillé Nikita. Il se souleva. Vassili Andreitch crut l'entendre qui lui disait quelque chose. « Si l'on vous écoutait, vous autres imbéciles, et quoi, périr comme ça sans rien faire ?» cria Vassili Andreitch. Puis il arrangea sur ses genoux les pans flottants de sa pelisse, fit tourner le cheval et partit dans la direction où il supposait trouver la forêt et la guérite. 7. Depuis qu'il s'était assis derrière le traîneau, en se couvrant de la toile d'étoupe, Nikita n'avait pas bougé. Comme tous les hommes vivant au milieu de la nature et connaissant le besoin, il était endurant et pouvait attendre avec calme pendant des heures, des jours même, sans éprouver ni inquiétude ni irritation. Il avait entendu les appels du maître, mais il n'y avait pas répondu, parce qu'il ne voulait pas bouger. La pensée qu'il pouvait, et même qu'il devait, selon toute probabilité, mourir cette nuit, lui était venue au moment où il prenait ses dispositions pour attendre le jour derrière le traîneau. Bien qu'il eût encore gardé la chaleur due au thé et à ses pénibles efforts à travers la neige, il savait que cette chaleur ne durerait pas, et qu'il n'aurait plus alors la force de se réchauffer par de nouveaux mouvements, parce qu'il se sentait exténué et qu'il était dans l'état du cheval qui ne peut aller plus loin sans manger. De plus, son pied, celui dont la botte était trouée, s'était engourdi, et il n'en sentait plus le pouce. Tout son corps se refroidissait peu à peu. La pensée de mourir cette même nuit ne lui parut ni trop regrettable, ni trop effrayante. Pas trop regrettable parce que sa vie était loin d'être une fête continuelle, mais une servitude incessante au contraire, et dont il commençait à se fatiguer. Pas trop effrayante parce qu'outre les maîtres comme Vassili Andreitch, au service desquels il se trouvait ici-bas, il se sentait soumis au maître des maîtres, à celui qui l'avait envoyé sur cette terre, et il savait qu'en mourant, il resterait encore au pouvoir de ce maître qui ne le molesterait pas. Quitter la vie où l'on a vécu, la vie à laquelle on est habitué. Qu'y faire? Il faudra s'habituer à une nouvelle vie. Les péchés, pensa-t-il, et il se rappela son ivrognerie, ses violences contre sa femme, ses jurons, sa négligence à remplir ses devoirs religieux, les jeûnes non observés et tout ce que le peuple lui reprochait à la confession. Certes, des péchés, mais est-ce que j'en ai cherché les occasions? Dieu m'a fait comme cela, évidemment. Eh bien, des péchés, comment les éviter? C'est ainsi qu'il pensait, et ayant ainsi décidé, il se livra aux souvenirs qui revenaient d'eux-mêmes en sa tête. Il se rappela l'arrivée de Marfa, la noce des ouvriers et son refus de boire de l'eau-de-vie, et le voyage de ce jour, et l'isba de Taras, et les conversations sur le partage, et son petit, et Mourorty qui se réchauffait maintenant sous sa couverture, et le patron qui faisait craquer le traîneau à chaque mouvement. Lui aussi, le pauvre, s'en veut à cette heure d'être parti. On ne veut pas abandonner une vie comme la sienne. Ce n'est pas comme nous autres. Tous ses souvenirs et toutes ses pensées se brouillèrent dans sa cervelle, et il finit par s'endormir. Au moment où Vassili Andreitch, en montant sur le cheval, ébranla le traîneau à l'arrière duquel était appuyé Nikita, un des patins se heurta dans le dos et ce choc le réveilla. Il dut malgré lui modifier sa position, et, tirant ses jambes avec peine, puis rejetant la neige qui le couvrait, il se leva, et aussitôt un froid douloureux pénétra tout son corps. Il comprit que Vassili Andreitch l'abandonnait, et il voulut lui demander pour s'en couvrir la toile dont le cheval n'avait plus besoin. C'est ce qu'il lui cria. Mais Vassili Andreitch ne s'arrêta pas et disparut dans une poussière de neige. Resté seul, Nikita réfléchit un instant. Aller à la recherche d'une habitation. Il ne s'en sentait plus la force. Se rasseoir à sa place n'était plus possible. La neige l'avait comblé. Quant au traîneau, il prévoyait qu'il ne pourrait s'y réchauffer, car il n'avait pas de quoi se couvrir, son mauvais cafetan ne lui donnant aucune chaleur. Il avait si froid qu'il lui semblait n'avoir que sa chemise. Il resta debout un instant, soupira, et sans ôter de sa tête la toile d'étoupe, se laissa choir dans le traîneau à la place du patron. Il s'accroupit tout au fond, mais il ne put parvenir à se réchauffer. Il demeura ainsi 5 minutes environ, tremblant de tout son corps, puis le frisson cessa, et, insensiblement, il commença à perdre conscience. Mourrait-il ou s'endormait-il? Il ne le savait, mais il se sentait également prêt pour l'une ou pour l'autre chose. Si Dieu veut qu'il se réveille encore vivant dans ce monde et qu'il vive comme auparavant en serviteur pour soigner encore les chevaux des autres, porter le blé des autres au moulin, boire et faire le vœu de ne plus boire comme avant, abandonner son argent à sa femme et au tonnelier,
et attendre le même petit, que sa volonté soit faite. Si Dieu veut qu'il se réveille dans un autre monde, où tout sera aussi nouveau et aussi joyeux qu'était nouveau et joyeux ici, dans son enfance, les tendresses de la mer, les jeux avec les camarades, les prairies, les forêts, les glissades d'hiver, et qu'il recommence une vie nouvelle, tout autre, qui ne ressemblera à rien, que sa volonté soit faite. Et Nikita perdit conscience complètement. 8. Pendant ce temps, Vassili Andreitch poussait son cheval, des pieds de la bride, dans la direction où il supposait trouver la forêt et la guérite. La neige l'aveuglait, et le vent était si fort qu'il semblait vouloir arrêter sa marche. Mais lui fouettait toujours, penché en avant et ramenant sans cesse sa pelisse dont il bourrait les pans entre ses jambes, et la sellette glacée qui le gênait. Le cheval marchait avec peine, mais docilement. Depuis 5 minutes, il chevauchait ainsi, toujours tout droit, croyait-il, sans rien voir, si ce n'est la tête du cheval et le désert blanc, sans rien entendre, si ce n'est le sifflement du vent entre les oreilles du cheval. Tout à coup, quelque chose de noir lui apparut. Son cœur battit de joie, et Vassili Andreitch se dirigea vers cette ombre, y voyant déjà le mur des maisons. Mais cet objet noir n'était pas immobile, c'était une haute touffe d'armoise poussée sur la limite de 2 champs, qui perçait la neige et que le vent balançait en sifflant. La lutte de cette armoise torturée par l'impitoyable vent fit tressaillir Vassili Andreitch, sans qu'il sût trop pourquoi, et il se hâta de fouetter le cheval, sans remarquer qu'en s'approchant de l'armoise, il avait changé complètement de direction, et poussait à présent sa monture du côté opposé, s'imaginant toujours aller vers l'endroit où devait se trouver la guérite. Mais le cheval, lui, tournait toujours à droite, ce qui le força de le tirer vers la gauche. De nouveau, une tache noire apparut devant lui. Il s'en réjouit, croyant bien cette fois que ce serait le village, mais il se trouvait encore une fois en face du petit fossé où poussait l'armoise. Ses branches tremblaient toujours avec violence, et de nouveau une terreur indéfinissable envahit Vassili Andreitch. C'était bien la même armoise, mais il y avait près d'elle des traces de sabots de cheval. Vassili Andreitch s'arrêta, se pencha, examina ces traces. C'étaient, en effet, celles d'un cheval, et elles ne pouvaient être que du sien. Il tournait en cercle, évidemment. « Je suis perdu si je continue comme cela, » pensa-t-il. Pour ne pas se laisser démoraliser par la peur, il pressa plus encore son cheval, fixant la poussière blanche où il n'apercevait rien, sauf des points lumineux qui paraissaient et disparaissaient. Un moment, il lui sembla entendre l'aboiement des chiens ou le hurlement des loups, mais ces sons étaient si faibles et si vagues qu'il ne pouvait savoir si c'était la réalité ou l'illusion. Et, s'arrêtant, il écoutait. Soudain, un cri terrible, assourdissant, retentit, tout proche, à ses oreilles, et tout trembla, tout tressaillit sous lui. Vassili Andreitch, des 2 bras, se prit au cou du cheval, mais là encore, tout continuait de trembler, et le cri devenait plus effrayant. Pendant la durée de quelques secondes, il fut sans pouvoir se ressaisir et sans comprendre. Qu'était-ce donc? Tout simplement Mourorty, qui, appelant au secours, hennissait de toute la force de sa voix. « Que le diable l'emporte! Comme il m'a fait peur !» s'écria Vassili Andreitch. Mais il avait beau avoir compris la cause de sa frayeur, il ne pouvait plus la surmonter. « Il faut réfléchir, il faut reprendre courage !» se disait-il. Et, tout en même temps, il poussait inconsciemment son cheval, sans remarquer qu'il allait maintenant non plus à l'encontre du vent, mais dans sa direction. Son corps, surtout par les places où il était en contact avec la sellette, était transi. C'était une souffrance. Il grelottait. Il ne pensait déjà plus à la guérite et ne désirait qu'une chose, retrouver le traîneau pour ne pas périr seul, comme cette armoise, au milieu de ce terrible désert de neige. Tout à coup, le cheval tomba sous lui, et, pris dans un tas de neige, se mit à se débattre et faillit se renverser. Vassili Andreitch sauta vivement, amenant avec lui l'avaloir où s'appuyait son pied, et la sellette qu'il avait accrochée en descendant. À peine fut-il libre, le cheval se redressa, fit un bond en avant, sauta 1 fois, 2 fois, et avec un nouveau hennissement, entraînant derrière lui la toile à sac et l'avaloir, disparut, laissant Vassili Andreitch seul au milieu d'un tas de neige. Celui-ci voulut le poursuivre, mais la neige était si profonde, ses pelisses si lourdes, qu'enfonçant jusqu'au-dessus des genoux, il ne put faire qu'1 vingtaine de pas. Il s'arrêta. Le bois, le magasin, les cabarets, les fermes, qu'est-ce que tout cela va devenir? Quoi donc? Cela ne peut pas être.
pensa-t-il. Et il se souvint, sans motif, de l'armoise qui balançait au vent et près de laquelle il était passé à 2 reprises. Alors une telle peur le posséda qu'il ne crut plus à la réalité de ce qui était arrivé. N'est-ce pas un rêve? Il voulut se réveiller, mais il voyait bien qu'il ne dormait pas. C'était une neige réelle qui lui fouettait le visage, un désert réel celui où il se trouvait maintenant, isolé comme l'armoise, attendant la mort inévitable, prochaine et stupide. « Sainte Vierge des cieux, Saint Nicolas le thaumaturge !» s'écria-t-il en se rappelant les offices de la veille, et, l'image sainte à la face noircie, entourée de l'auréole dorée, et les cierges qu'il vendait pour cette icône et qu'on lui rapportait aussitôt, à peine entamés, et qu'il remettait dans le tiroir. Il se mit à prier ce même Nicolas le thaumaturge, de le sauver, lui promit un Te Deum et de brûler des cierges en son honneur. Mais en même temps, il comprit nettement que cette image, les cierges, les prêtres, les offices, tout cela était très important, très nécessaire là-bas, à l'église, mais qu'ici, il ne pouvait lui être d'aucun secours. Qu'entre ces cierges, ces offices et sa situation désespérée actuelle, il ne pouvait y avoir aucun lien. Il ne faut pas perdre courage, il faut suivre les traces du cheval, autrement elles seront bientôt couvertes par la neige, pensa-t-il, et il se jeta en avant. Malgré sa résolution de marcher lentement, il courait, tombait, se relevait et tombait de nouveau. Les traces du cheval étaient déjà à peine perceptibles aux endroits où la neige n'était pas épaisse. « Je suis perdu, je ne pourrais même pas suivre ces traces. » Mais à ce moment, en regardant devant lui, il aperçut une ombre noire. C'était Mourorti, et non seulement lui, mais encore le traîneau et les brancards dressés. Le cheval, son harnachement sur les flancs, demeurait à son ancienne place, secouant sa tête que la bride prise par un de ses pieds tirait vers le sol. Il se trouvait que Vassili Andreitch avait été dans le même fossé où il s'était enfoncé avec Nikita, que Mourorti le ramenait vers le traîneau, et qu'il était descendu du cheval à une 50aine de pas de l'endroit où se trouvait son domestique. 9. Arrivé avec peine jusqu'au traîneau, Vassili Andreitch en saisit le bord et resta ainsi longtemps sans bouger, cherchant à se calmer et à reprendre haleine. Nikita n'était plus à son ancienne place, mais quelque chose était couché dans le traîneau déjà couvert de neige, et Vassili Andreitch comprit que c'était lui. À présent, la frayeur de Vassili Andreitch se dissipait entièrement, et s'il craignait encore quelque chose, c'était la terrible sensation de peur qu'il venait d'éprouver au moment où il était sur son cheval, et surtout au moment où il était resté seul dans le tas de neige. Il fallait coûte que coûte ne pas se laisser envahir de nouveau par cette peur, et pour cela, il ne fallait pas penser à sa sécurité, mais à quelque chose d'autre. Il fallait entreprendre quelque chose. Donc, tout d'abord, il se tourna, le dos au vent, et écarta sa pelisse. Puis, quand il eut repris haleine, il secoua la neige de ses bottes, de ses gants, et se réenveloppa dans sa pelisse, en serrant fortement sa ceinture, comme il le faisait quand il sortait de son magasin pour acheter les blés au moudjik, et quand il se mettait à la besogne. La première chose qui lui semblait urgent de faire, c'était de dégager le pied du cheval. C'est ce qu'il fit, et rattachant Mourorti à l'avant du traîneau, il tourna autour de la bête pour remettre en ordre ses harnais. Mais en ce moment, il vit bouger quelque chose dans le traîneau, et la tête de Nikita apparut, sortant de dessous la neige dont elle était couverte. Le moudjik se leva et s'assit en y employant évidemment tous ses efforts. Il faisait des gestes étranges devant son nez, comme s'il voulait chasser des mouches, et marmottait quelque chose qui semblait un appel à Vassili Andreitch. Celui-ci laissa la toile du cheval sans la remettre en place, et s'approcha du traîneau. « Qu'as-tu » demanda-t-il. « Que dis-tu »« Je me meurs » dit Nikita avec effort et d'une voix saccadée. « Tu donneras au petit ce que tu me dois, ou à ma femme, n'importe. »« Et quoi donc? Quoi donc? Tu as bien froid? » ?»« Je sens la mort venir. Pardonne-moi. Au nom du Christ » dit Nikita d'une voix plaintive en continuant à faire des gestes devant son visage comme pour chasser les mouches. Vassili Andreitch resta quelques instants immobile et silencieux. Puis, avec la même décision dont il tapait dans la main d'un vendeur après un achat avantageux, il fit un pas en arrière, retroussa les manches de sa pelisse et se mit à enlever des 2 mains la neige qui recouvrait Nikita. Cette opération terminée, il ôta vivement sa ceinture, écarta sa pelisse et,
poussant Nikita au fond du traîneau, il s'étendit sur lui en le couvrant non seulement de sa pelisse, mais de tout son corps échauffé par le mouvement. Il introduisit les bords de la fourrure entre Nikita et le bois du traîneau, et resta ainsi, la tête appuyée contre l'avant, sans écouter maintenant ni les mouvements du cheval, ni les sifflements de la tempête, mais seulement la respiration de son domestique. Celui-ci demeura longtemps immobile, puis respira avec force et remua, sentant évidemment la chaleur revenir. « Ah, tu vois bien! Et toi qui parles de mourir! Ne bouge pas, réchauffe-toi! Voilà comme je suis !» dit Vassili Andreitch sans achever. À son grand étonnement, il ne put continuer, parce que des larmes lui vinrent aux yeux et que sa mâchoire inférieure se mit à trembler. Il cessa de parler et se contenta d'avaler la salive de sa gorge contractée. « J'ai eu trop d'émotions, pensa-t-il, et je suis faible. » Mais cette faiblesse, loin de lui être désagréable, lui procurait une douceur particulière qu'il n'avait jamais ressentie. « Voilà comme je suis !» se répéta-t-il avec une sorte de fierté attendrie. Il demeura ainsi assez longtemps, silencieux, essuyant ses yeux contre la fourrure, et ramenant sur ses genoux un des pans de sa pelisse que le vent écartait. Mais il éprouvait un tel besoin de s'épancher qu'il n'y tint plus. « Nikita !» dit-il. « Je suis bien, j'ai chaud !» entendit-il de dessous lui. « C'est comme cela, frère, j'ai failli me perdre. Toi, tu serais mort de froid, et moi aussi. » Mais de nouveau, ses mâchoires tremblèrent, ses yeux se remplirent de larmes, et il ne put continuer. « Allons, ça ne fait rien, pensa-t-il, je sais bien ce que je sais. » Et il se tut. À plusieurs reprises, il regarda le cheval, et vit que son dos était découvert, la toile et l'avaloir traînant dans la neige, et qu'il eût fallu se lever pour le recouvrir. Mais il ne put se résoudre à abandonner pour un moment Nikita, et à troubler cet état de douce joie dans lequel il se trouvait lui-même. À cette heure, il n'éprouvait plus aucune crainte. Son corps était chaud, couvert de sa pelisse par-dessus et ayant Nikita par-dessous, mais ses mains dont il maintenait les pans de sa fourrure des deux côtés de Nikita, et ses jambes dont le vent écartait incessamment la pelisse, commençaient à se refroidir. Il n'y faisait pas attention, il ne pensait qu'à réchauffer le moudjik qui était sous lui. « Va, il faudra bien que cela vienne !» se dit-il en pensant à la chaleur qu'il communiquait à Nikita, avec la vantardise qui lui était habituelle lorsqu'il parlait de ses ventes ou de ses achats. Vassili Andreitch demeura longtemps ainsi. D'abord dans son imagination passèrent les impressions de la tourmente, des brancards, du cheval sous la douga qui se balançait devant ses yeux, et de Nikita étendu sous lui. Puis les souvenirs de la fête, de sa femme, du commissaire, du tiroir au cierge, se mêlaient dans sa tête, et de nouveau, il revenait à Nikita. Puis il revoyait les moudjiks, vendeurs et acheteurs, les murs blancs et les maisons au toit de fer. Puis tout se confondit, et, comme les couleurs de l'arc-en-ciel se fondent en une seule lumière blanche, toutes ces images s'unirent en un seul rien, et il s'endormit. Il dormit ainsi longtemps, sans rêve, mais avant l'aube, des rêves reparurent. Il se voit près du tiroir au cierge, et la femme de Tikhon lui en demande un de 5 kopecks pour la fête. Il veut prendre un cierge et le lui donner, mais il ne peut lever ses bras, dont les poings fermés sont cachés dans ses poches. Il veut tourner autour du comptoir, mais ses jambes sont inertes, ses galoches neuves, bien cirées, sont clouées au sol, et il ne peut les soulever ni en retirer ses pieds. Tout à coup, le tiroir au cierge n'est plus le tiroir au cierge. C'est un lit où Vassili Andreitch se voit étendu à plat ventre dans sa maison, et il est couché sur son lit et ne peut se lever. Cependant, il le faut, parce qu'Ivan Matveitch, le commissaire, va venir le chercher pour aller soit marchander le bois, soit mettre l'avaloir en place sur le dos de Mororty. Et il demande à sa femme. « Eh bien, est-il arrivé ?»« Non, dit-elle, il n'est pas encore arrivé. » Et il entend qu'une voiture s'arrête devant le perron. « Ce doit être lui. »« Non, on a passé. »« Nikolavna. Hé, Nikolavna. »« Eh bien, toujours personne ?»« Personne. » Et il reste sur son lit, ne pouvant toujours se lever, attendant, et cette attente est à la fois anxieuse et douce. Tout à coup, la joie l'inonde. Voilà celui qui l'attend, mais ce n'est pas Ivan Matveitch, le commissaire, c'est un autre, celui-là même qui l'attend. Il vient et l'appelle, et cet autre qui l'appelle, c'est celui-là même qui lui ordonna de se coucher sur Nikita, et Vassili Andreitch est heureux que cet autre soit venu le chercher. « J'y vais !» cria-t-il avec joie. Et ce cri le réveilla. Et il se réveilla tout autre qu'il n'était en s'endormant. Il veut se lever, mais il ne le peut. Il veut faire mouvoir son bras, mais il ne le peut. Sa jambe, il ne le peut.
Il veut tourner la tête, il ne le peut pas non plus. Et il s'en étonne, mais il n'en est nullement chagriné. Il comprend que c'est la mort, et cela encore ne le chagrine nullement. Et il se rappelle que Nikita est sous lui, qu'il s'est réchauffé et qu'il est vivant. Et il lui semble qu'il est Nikita, que Nikita est lui, et que sa vie n'est pas en lui-même, mais en Nikita. Il prête l'oreille et il entend la respiration de Nikita et même un faible ronflement. « Nikita est vivant. Je suis donc vivant aussi, » se dit-il avec triomphe. Et quelque chose de tout nouveau, quelque chose qu'il n'avait jamais connu de sa vie, descendit en lui. Et il se souvint de l'argent, du magasin, de la maison, des achats et des ventes, et des millions de Mironov, et il ne pouvait comprendre pourquoi cet homme qu'on appelait Vassili Brerounov s'occupait autrefois de tout cela. « Eh bien, il ne savait pas, pensa-t-il de Vassili Andreitch Brerounov. Ce qu'il ne savait pas, je le sais maintenant sans erreur. Maintenant, je le sais. » Et il entend de nouveau l'appel de celui qui l'a déjà appelé. « Je viens, répond tout son être avec un joyeux attendrissement. Et il sent qu'il est libre et que rien ne le retient plus. Et Vassili Andreitch ne voyait, n'entendait, ne sentait plus rien dans ce monde. Autour du traîneau, la tempête tourbillonnait toujours. Les mêmes trombes de neige couvraient de leur poussière blanche et la pelisse de Vassili Andreitch mort et Mourorti, tremblant de tout son corps, et le traîneau qui n'est déjà plus qu'à peine visible, et tout au fond, Nikita réchauffé sous le corps inerte de son maître. 10. À l'aube, Nikita se réveilla sous la sensation du froid qui commençait à lui glacer les épaules. Il avait rêvé qu'il revenait du moulin avec une charrette de farine, et que près de Liapine, ayant pris à côté du pont, sa charrette s'était enfoncée. Il s'était étendu sous la charrette, ne bougeait pas, et elle était collée à son dos, et chose étrange, il ne pouvait plus la soulever ni s'en dégager. Il en avait les reins cassés. Et qu'elle était froide! Il fallait en sortir. « Voyons, assez !» disait-il à quelqu'un, à celui qui lui écrasait le dos. « Retire les sacs !» Mais la charrette, de plus en plus froide, continuait à peser sur lui, quand tout à coup, un bruit particulier le réveille, et il comprend tout ce qui se passe. La charrette froide, c'est le maître mort, gelé, qui est couché sur lui. Le bruit, c'est Mourorti qui a frappé le traîneau de ses sabots. « Andreitch! Hé! Andreitch !» appelle Nikita, pressentant la vérité et essayant avec précaution de se retirer de dessous son maître. Mais Andreitch ne lui répond pas, et la large poitrine et les jambes robustes et froides d'Andreitch pèsent lourdement sur lui. Il a passé probablement. Que le royaume du ciel lui soit ouvert, pense Nikita. Il remue la tête, creuse la neige devant lui et ouvre les yeux. Il fait jour. Le vent souffle toujours dans les brancards. La neige tombe toujours. Seulement, elle ne fouette plus le devant du traîneau. Elle recouvre sans bruit le traîneau et le cheval, toujours plus haut, et on n'entend plus le mouvement ni le souffle de Mourorti. Il est gelé, lui aussi, pense Nikita. En effet, les coups de sabot contre le traîneau qui ont réveillé Nikita étaient les derniers sursauts du cheval agonisant, mourant de froid. « Seigneur, petit père, tu m'appelles aussi, » dit Nikita. « Que ta sainte volonté s'accomplisse, mais c'est bien pénible. Bah, on ne meurt qu'une fois, pourvu que ça ne traîne pas. » Et il retire à lui son bras, ferme les yeux et s'abandonne, bien certain cette fois qu'il meurt pour tout de bon. À midi, des moudjiks trouvèrent Vassili Andreitch et Nikita à une centaine de mètres de la route et à un demi-kilomètre du village. La neige avait complètement couvert le traîneau, mais les brancards et le foulard qui y étaient attachés se voyaient encore. Mourorti, dans la neige jusqu'au ventre, avec l'avaloir et la toile au flanc, était resté debout, tout blanc, la tête serrée contre le poitrail, les naseaux couverts de glaçons, les yeux vitreux et comme pleins de larmes glacées. Il avait maigri en cette seule nuit au point qu'il n'avait plus que la peau et les os. Vassili Andreitch était tout raide, et on l'enleva de dessus Nikita sans que ses jambes écartées perdissent leur position. Ses yeux saillants d'oiseau de proie, sa bouche ouverte sous sa moustache en brosse, étaient remplis de neige, mais Nikita respirait encore. Lorsqu'on le réveilla, il était persuadé qu'il était mort, et que ce qui lui arrivait se passait non pas sur cette terre, mais dans l'autre monde. Mais quand il entendit les cris des moudjiks qui le débarrassaient de la neige et du corps de Vassili Andreitch, il s'étonna tout d'abord d'entendre crier des moudjiks aussi dans l'autre monde. Il comprit enfin qu'il était encore sur cette terre, et il en fut fort chagriné, surtout lorsqu'il sentit que ses orteils étaient gelés pour toujours. «
Nikita passa 2 mois à l'hôpital, on lui coupa 3 orteils, les autres guérirent. Il put donc travailler et pendant encore 20 ans, il fut employé d'abord comme serviteur et dans sa vieillesse comme garde. Il n'est mort que cette année, dans sa maison comme il le désirait, sous les icônes avec un cierge dans les mains. Avant de mourir, il demanda pardon à sa vieille femme et lui pardonna le tonnelier. Il fit ses adieux à son fils et à ses petits-enfants, et mourut réellement satisfait de débarrasser son garçon et sa bru de la charge qu'il était pour eux, et il passa enfin de cette vie dont il avait assez dans une autre, qui lui devenait à chaque jour et à chaque heure plus compréhensible et plus attrayante. Est-il mieux ou plus mal là où, après cette véritable mort, il s'est réveillé? S'est-il trompé ou y a-t-il trouvé ce qu'il attendait? Nous le saurons tous bientôt.